conférence de présentation de la performance énergétique des bâtiments en France. Aujourd'hui, à l'occasion de cette conférence, donc, nous souhaiterions vous souhaiter nos meilleurs vœux, puisque c'est un petit peu le premier événement que nous organisons pour 2022. Donc, c'est peut-être un petit peu pour moi l'occasion de revenir sur ce qui a marqué pour l'OID notre année en 2021 et un petit peu ce qui est le temps fort de l'immobilier durable en France et à l'international, tel que nous l'observons de notre prisme. Voilà. Avant toute chose, j'interviens aujourd'hui à titre introductif, sachant que c'est Sabine Brunel, directrice adjointe de l'OID, qui animera cette conférence et vous présentera aussi bien son déroulé que les principaux enseignements de cette 10e version du baromètre de la performance énergétique. Donc, par rapport à l'Observatoire de l'immobilier durable, l'OID, pour rappel, nous sommes une association reconnue d'intérêt général depuis janvier 2020, c'est bien ça. Aujourd'hui, nous comptons environ plus de 80 membres, soit plus de 30% de nouveaux membres en 2021. Et l'équipe est constituée d'une quinzaine de personnes. Donc, elle a considérablement grossi ces dernières années. Et ce qui nous a permis, pour notre part, d'avoir plus de ressources, plus de moyens pour produire des outils, de la veille et l'ensemble des décryptages que vous pouvez retrouver sur notre plateforme Talweb. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet de cette conférence, on voulait juste revenir un petit peu sur notre analyse de ce qui s'était passé en 2021 et essayer d'imaginer un peu les perspectives 2022 sur le prisme de l'immobilier durable. Ce qu'on a pu observer, que ce soit en 2020 avec les premiers critères de la taxonomie qui ont pu être rendus publics et en 2021 avec leur concrétisation, notamment avec la publication des critères techniques sur les 2 premiers objectifs environnementaux, adaptation et atténuation au changement climatique au niveau européen, c'est que il y avait par ces petits pas une montée en puissance des attentes du législateur très forte en matière d'ESG, et non plus seulement en France, mais au niveau aussi européen. Là ce serait le premier point. Je pense que personne ne pourra nier non plus que le niveau de sensibilisation du grand public a également considérablement augmenté et allant de pair le niveau de sensibilité des décideurs et des donneurs d'ordre. Donc aujourd'hui, on se retrouve, je dirais, à la croisée des chemins entre des attentes, que ce soit des décideurs, des investisseurs ou des donneurs d'ordre qui ont considérablement augmenté, et des moyens qui correspondent encore peu ou prou aux moyens, et j'entends moyens ressources, d'avant 2020, d'avant crise sanitaire. Donc on est un petit peu dans une phase de transition, selon moi, où il va falloir accélérer considérablement la formation, l'accompagnement, le recrutement de personnes compétentes sur les sujets d'immobilier durable, sans quoi les personnes qui travaillent dedans auront du mal à être, du moins dans les temps, en 2022, à l'orée des objectifs beaucoup plus ambitieux que l'on se fixe désormais. Voilà un petit peu pour cette analyse. Donc nous, dans ce cadre-là, au niveau de l'association, ça rentre dans l'objet même de ce qu'on fait depuis 10 ans, c'est-à-dire essayer de vulgariser, simplifier l'ensemble des dispositifs réglementaires, le rendre digérable pour les différents types d'organisations, que ce soit des acteurs publics ou privés, dans tous les types d'immobilier, pas seulement l'immobilier tertiaire, mais aussi l'immobilier résidentiel. Je n'en dis pas plus sur cette manière d'aborder 2022. Sachez juste que aujourd'hui, notre action, elle est organisée autour de 3 axes. La résilience des territoires avec l'adaptation au changement climatique, la biodiversité, la décarbonation des bâtiments avec tous les sujets d'efficacité énergétique dans lesquels entre notamment le baromètre de la performance énergétique, mais aussi tous les sujets de bas carbone, de matériaux de construction, de RE2020.
Et enfin, tout ce qui relève de la gouvernance et de l'implication des parties prenantes, de la finance responsable au changement des comportements en passant par les achats responsables. Ce sont vraiment nos 3 axes de travail et ce dont vous avez sans doute entendu parler en 2021 avec la montée en puissance en 2022, ce sont nos nouveaux programmes, des programmes qui sont mécénés par des partenaires qu'on remercie. Il y en a certains dans la salle. Bertrand, qui fait partie de la table ronde notamment, qui représente Aviva. Et ces 2 nouveaux programmes se focalisent, un sur la biodiversité, BIG, Biodiversity Impulsion Group, qui a été lancé en fin d'année, et un second se focalise sur la montée en puissance de l'ensemble de nos décryptages et de nos outils au niveau européen, qui s'appelle ESREI, notre programme européen. Et retenez une chose sans dévoiler 2022, c'est que nous sommes en train justement de bosser dans le cadre de ce programme sur l'extension de l'outil Datadapt, qui est un outil de cartographie des risques physiques et de changement climatique, à l'échelon européen. Et la première version sera disponible lors du premier semestre 2022. Voilà pour ce qui est de mon propos introductif. Je laisse la parole à Céline Brunel et je vous souhaite une bonne conférence. À très bientôt. Bonne journée. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, ce matin, nous sommes réunis pour vous présenter les résultats du baromètre de la performance énergétique et environnementale des bâtiments, comme Loïs l'a évoqué. Mais avant ça, je voudrais refaire un petit tour sur le sommaire pour notamment vous présenter les personnes qui m'accompagnent. Donc, si tu peux revenir sur la slide de sommaire qui est avant. Merci. Voilà. Donc, lors de cette matinée qui s'annonce relativement dense, nous aurons une intervention de Bertrand Absolu qui représente Aviva Investors et qui parlera des actifs résidentiels et de la façon dont il prépare les évolutions réglementaires attendues pour ces classes d'actifs. Et puis, je suis accompagnée également de Robin Godet pour Norma Capital, qui, lui, nous parlera de la résilience, de la façon dont ils préparent la résilience de leur parc. Et enfin, alors, pas en présentiel autour de cette table, mais qui interviendra également en fin de conférence, nous aurons Emerson Cabane qui viendra nous faire un point sur les actualités de la plateforme Opéra qui sert évidemment de support au dispositif éco-énergie tertiaire. Donc, voilà un petit peu pour le déroulé de cette matinée qui nous mènera normalement jusqu'à 11 h. Et sans plus tarder, on va reprendre la suite de la conférence et je vais pouvoir rentrer dans le vif du sujet du baromètre. Alors, pour rappel, ce baromètre donc, qui existe depuis maintenant 10 ans, il a quand même pour objectif initial de mettre en commun des données, l'idée étant de promouvoir la transparence des données et de proposer des indicateurs de place plutôt que chaque acteur analyse son patrimoine dans son coin. Comme ça fait maintenant 10 ans qu'on fait ce travail-là, on est en mesure de regarder des évolutions et donc de pouvoir donner quelques indications sur la dynamique qui est observée sur tous ces sujets. Et enfin, ce qu'on essaye de faire depuis quelques années, c'est de mettre en regard ces observations, j'allais dire chiffrées, avec les évolutions réglementaires qui sont attendues pour voir un petit peu comment les deux interagissent. Alors, sur la suite, pour entrer maintenant sur les résultats du baromètre. Donc, ce baromètre, je vais passer rapidement sur cette slide, mais ça suit un cycle annuel qui est sans arrêt le même et que vous présente chaque année. S'il y a une chose à retenir, c'est qu'il est audité par un organisme extérieur, en l'occurrence PricewaterhouseCoopers, qui vient valider la méthodologie qui est suivie par l'OID. À l'issue de ce processus, chacun des contributeurs reçoit un rapport de benchmark qui lui permet de voir comment ses propres données se situent par rapport à ses pairs. Et enfin, voilà, c'est un cycle qui se reprend chaque année depuis 2012. Donc là, on est en fin de cycle et dès ce matin à 11 h, quelque part, on sera en train de reprendre le cycle pour l'édition de l'année prochaine.
Voilà, au niveau de la base de données en elle-même, donc cette année, on a 29 contributeurs pour une base de données qui représente désormais 54,3 millions de mètres carrés, soit une augmentation de 10% par rapport à 2020. Juste pour préciser, ces millions de mètres carrés représentent tous les types d'actifs confondus. Et donc, dans notre base, on a 23 300 bâtiments désormais. Voilà, une petite mention, juste avant de passer à cette slide-ci, une toute petite mention de méthodologie, là encore, qui est constante depuis toutes ces années. Nous faisons nos calculs d'indicateurs sur une base triennale. Ce qui veut dire que les données que nous vous présentons aujourd'hui, donc le baromètre 2021, reprend en réalité les données énergétiques et d'émissions de gaz à effet de serre des années 2020, 2019 et 2018. Ce qui veut dire que d'ailleurs, l'année 2020 atypique fait partie cette année de nos calculs. Alors, concernant la slide des indicateurs maintenant, donc on en a deux principaux pour ce qui concerne l'énergie. On maintient un calcul en énergie primaire et un calcul en énergie finale. La raison étant notamment qu'en France, il y a certains dispositifs réglementaires qui s'appuient sur des données en énergie finale, tandis que d'autres conservent les analyses en énergie primaire. Donc nous, on prend le parti de vous présenter les deux. Ça permet de subvenir à ces deux besoins. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est que l'indicateur bureau, donc en énergie finale, s'établit à 160 kWh par mètre carré. Donc à chaque fois, ce sont des indicateurs annuels que je vous mentionne. Il est en diminution de 5% par rapport à celui présenté l'année dernière. Et donc, c'est une tendance qui est relativement constante depuis quelques années. C'est à peu près le rythme de progression. Donc là, encore une fois, je vous précise, quand je mentionne cette diminution, je parle bien d'une diminution en triennale. Voilà. Sur l'indicateur résidentiel maintenant, il s'établit à 202 kWh par mètre carré. Et il est stable par rapport à celui qui a été présenté l'année dernière. Voilà. Enfin, l'indicateur concernant les centres commerciaux et d'ailleurs la logistique sont en légère hausse par rapport à ceux qui étaient présentés l'an dernier. Une petite remarque sur l'indicateur centres commerciaux. Ça fait 2 ans maintenant que nous présentons cet indicateur uniquement sur les données des parties communes. Étant donné que les données énergétiques des parties privatives ne faisaient pas l'objet d'une transmission factuelle de consommation réelle, mais d'estimation. Et donc, le baromètre s'appuie dans son principe sur des données réelles. Donc, c'est pour ça que nous avons fait ce choix-là. Alors, sur la slide suivante, on reprend maintenant les indicateurs plus spécifiques au carbone. Alors là-dessus, c'est un indicateur aussi très important puisqu'il reprend les émissions de gaz à effet de serre. Donc, encore une fois, c'est en kilos équivalent CO2 par mètre carré, tout ça toujours en annuel, par typologie d'actifs. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que là encore, pour les bureaux, on a une diminution qui est pour le coup très nette cette année. Donc, j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Mais là, on est en retrait de moins 10% par rapport à ce qui avait été présenté l'année dernière. De la même façon, on a un indicateur déchets, donc là encore pour les bureaux, qui est pour le coup en repli net. Et donc là-dessus, on doit en partie voir l'impact de l'année 2020. Donc, alors sur les déchets, c'est absolument radical, c'est-à-dire que des bureaux non utilisés ou utilisés à minima, pour le coup, l'impact déchets, il est quasiment mécanique et très, très significatif. Et pour le carbone, ça explique en partie pourquoi il y a un repli aussi net du carbone. Voilà, pour les autres classes d'actifs, on est sur des évolutions qui sont plus limitées, mais néanmoins qu'on continue de suivre d'année en année. Alors, sur la slide suivante maintenant, si on se penche plus précisément sur la classe d'actifs bureau. Je peux passer à la slide. Voilà, ça c'est un graphe que nous vous présentons aussi régulièrement, annuellement, qui reprend en partant d'une base 100 qui est établie en 2010
les évolutions des consommations énergétiques. Donc là, on est sur de l'énergie finale. Et alors, pour vous expliquer un petit peu ce graphe, ce qu'on cherche à faire, c'est retraiter ces évolutions des consommations des effets climatiques. Donc, pour expliquer ça simplement, l'idée, c'est d'isoler quelque part la part d'effort réel des acteurs de la part qui est due à simplement un hiver moins rigoureux ou un printemps plus doux ou ce genre de paramètres. Donc, ce qu'on voit nettement pour la dernière année de calcul, donc ici qui reprend 2020, c'est qu'on a eu un retraitement à la hausse de la courbe, c'est-à-dire qu'on était sur une année plus douce en termes de température, notamment hivernale, ce qui explique pourquoi la courbe retraitée est plus élevée. Néanmoins, ce qu'on observe, c'est qu'il y a vraiment une tendance à la baisse qui est constante depuis quelques années et un parallélisme des deux courbes, qu'elles soient retraitées ou bien simplement en énergie finale réelle, qui est assez clair. Alors, sur la slide suivante, on retrouve la même courbe dans l'idée, mais cette fois-ci appliquée aux émissions de gaz à effet de serre. Donc là encore, c'est un travail qu'on fait depuis quelques années. On essaie de regarder donc, cette première courbe, qui est une courbe qui intègre le verdissement des réseaux. Alors, peut-être un petit mot sur le verdissement des réseaux. L'idée, c'est de prendre en compte, donc là, en l'occurrence, en termes réels, la part de décarbonation des sources d'énergie des différents réseaux. Et quand on fait ça, c'est-à-dire quand on regarde le réel, et le réel, il inclut notamment ça, on se retrouve avec une variation moyenne annuelle avec verdissement sur l'ensemble de la période de moins 2,5%. Et vous voyez une très nette accélération sur cette dernière année. Donc, ce qu'on voit, c'est que le rythme observé, donc, qui est en cohérence avec les moins 10% que je vous présentais un petit peu plus tôt, le rythme observé cette année, il est clairement plus prononcé que celui des années précédentes. Donc, cette fois-ci, sur la slide suivante, on a le même raisonnement, mais cette fois-ci appliqué hors verdissement des réseaux. C'est-à-dire, encore une fois, l'objectif, c'est d'isoler la part des efforts menés par les acteurs de cette décarbonation qui est importante également, mais qui est extérieure aux actions des acteurs du secteur du bâtiment. Donc, quand on regarde ça, on voit que la courbe s'accentue, mais moins. Et cette fois-ci, on est sur une moyenne annuelle de diminution à 2% et non plus à 2,5%. Alors, ce qu'on peut voir du coup, c'est que cette année, quelque part, la décarbonation qui est observée, la diminution qui est observée dans les deux cas, est en ligne et correspond aux objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Cette stratégie qui fixe pour le secteur bâtiment une quasi-neutralité à horizon 2050 et une division par 2 à 2030 de ses émissions de gaz à effet de serre. Donc là, si on regardait l'évolution cette année, on est en accord avec ces objectifs. Et c'est la première fois qu'on l'observe. Mais quand on regarde la moyenne décennale, cette fois-ci, on se rend compte qu'on reste quand même en deçà de ce qu'il faudrait fournir comme effort de décarbonation pour atteindre ces objectifs. C'est-à-dire qu'on reste autour de 2,5%, tandis qu'il faudrait plutôt être à 4,5% pour atteindre ces objectifs fixés par la SNBC. Et toute la question qui se pose, c'est comment cette courbe évoluera l'année prochaine, c'est-à-dire en intégrant entre guillemets, une sortie de crise sanitaire ou en tout cas une normalisation de la situation de crise sanitaire. Alors, sur la slide suivante, ce que nous avons représenté, c'est la répartition par consommation énergétique, toujours des bureaux, et toujours en énergie finale. Pourquoi? Parce que ce graphe nous permet de faire le lien avec les objectifs du dispositif éco-énergie tertiaire. Je ne vais pas y revenir ici, parce que je fais une présentation rapide des réglementations un petit peu plus loin. Mais je vous ai quand même noté le seuil de 107 kWh par mètre carré en énergie finale, qui est un seuil qui est issu du décret tertiaire. Alors, juste pour vous en donner un tout petit peu plus de détails sur la façon dont on a fixé ce seuil, pour regarder un petit peu comment les bureaux se situaient par rapport à lui. C'est un seuil qui reprend des bureaux standards,
situés à moins de 400 mètres d'altitude, donc ce qui est le cas notamment de l'Île-de-France, et en zone géographique H1. Donc la zone géographique H1, retenez que c'est l'Est et le Nord, et donc effectivement en zone Île-de-France, on est également situé dans cette zone géographique. Ce qui veut dire que là, ce qu'on vous a mis, c'est ce qui s'appliquerait pour un bureau standard francilien. Voilà. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la répartition reste relativement stable par rapport à celle qu'on avait déjà présentée l'année dernière, avec notamment un 18% environ des bureaux de la base qui sont d'ores et déjà dans les clous de ce qui serait attendu par rapport aux objectifs du dispositif. Est-ce que je peux intervenir? Vas-y. Je pense que je prends la parole et je complète le propos rapidement. Je pense que ce type de graphe est aussi intéressant en regard de la taxinomie et ça me permet de rebondir sur ce que disait Sabine tout à l'heure. Si nous publions encore des indicateurs en énergie finale ou en énergie primaire, c'est qu'il semblerait que la réglementation européenne, notamment les critères de la taxinomie, s'écrivent en énergie primaire, alors que désormais le dispositif éco-énergie tertiaire est écrit en énergie finale. Donc il faut avoir ce double regard. Notamment lorsqu'on analyse ce type de graphique. Et le deuxième point aussi, je voudrais ajouter par rapport à la mise en regard de ces trajectoires de réduction des consommations d'énergie avec les trajectoires de décarbonation, c'est que oui, cette année, nous sommes dans les clous par rapport à l'objectif annuel. Non, nous ne sommes pas dans les clous si nous moyennons des réductions annuelles depuis 10 ans, quand bien même, lorsqu'on fait des analyses de trajectoire de décarbonation à l'échelle d'un portefeuille européen, on se rend très vite compte que l'essentiel des bâtiments situés en France, en général, sont toujours dans les trajectoires et ceci induit par notre mix énergétique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on croise ces deux analyses que certains font, par exemple, avec l'outil CREM, eh bien, on se rend assez rapidement compte que si on maintenait le taux de réduction qu'on a réussi à maintenir les quelques années qui précèdent, eh bien, on resterait en deçà et on aurait des actifs immobiliers en France plus performants que ceux de nos voisins européens. Je pense que c'est important de souligner. Et voilà, je laisse la suite, j'ai plein de choses à dire. Merci Loïs. Ok, donc on va pouvoir avancer sur la slide suivante, qui reprend une nouveauté de l'édition 2021, puisque cette année, je vous l'ai mentionné en tout début, on a dû se pencher sur le cas de 2020. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est on continue les calculs suivant la méthodologie qui est habituelle. Excusez-moi. Pardon. Mais on a rajouté en fait une analyse spécifique sur la seule année 2020. L'idée étant d'isoler les données de cette année pour regarder l'impact sur les consommations spécifiques, notamment de la gestion de la crise sanitaire, des différents confinements, et puis également de la mise en place du télétravail à des niveaux inédits en France sur cette année particulière. Et alors, ce qu'on observe quand on se penche sur cette année-ci, c'est qu'on a une diminution de la consommation énergétique de 10% cette fois-ci, donc beaucoup plus marquée par rapport aux 5% de moyenne triennale. Alors, ce 10%, il est à la fois significatif, c'est-à-dire c'est quand même une baisse importante, et à la fois un tout petit peu décevant, parce que quand on regarde le prorata temporis des moments où les bureaux ont été immobilisés et quand on essaie d'intégrer les impacts d'une moindre utilisation des bureaux, notamment du fait du télétravail, on se rend compte qu'on n'a pas une proportionnalité de la baisse énergétique attendue. Et ça s'explique parce que, d'une part, les acteurs n'ont pas pu anticiper, notamment au moment du premier confinement, certaines évolutions de leurs bâtiments et donc ont maintenu probablement une consommation parfois plus élevée que nécessaire. Et le deuxième paramètre qui nous a été évoqué par différents membres, c'est que les contraintes liées à la gestion de la crise en elle-même, notamment les contraintes sur la ventilation des bâtiments, a conduit, à contrario, à une augmentation de cette consommation. Donc, il y a eu en fait plusieurs effets et tous les effets n'ont pas été forcément en positif.
Donc voilà ce qui explique en tout cas ce taux de 10% pour la seule année 2020, encore une fois. Donc ça, c'est un calcul spécifique pour cette année. Voilà. Maintenant, quand on reprend pour le coup un calcul habituel qui est l'analyse de la consommation énergétique selon les spécificités des bâtiments. Donc ça, c'est un graphe qu'on vous présente annuellement, encore une fois, depuis plusieurs années. L'idée étant de regarder quel caractère des bâtiments impacte leur consommation énergétique. Donc là, ce qu'on peut mentionner, c'est qu'au niveau des certifications, puisque c'est essentiellement les certifications qui apparaissent sur ce graphe, enfin au tout début du moins, au niveau des certifications, on n'a pas un impact qui soit incroyable sur le niveau des consommations. Donc, d'une part, au niveau des certifications de construction, on a un repli qui est presque au niveau là, du trait du crayon, je pourrais dire. Et d'autre part, en exploitation, on arrive même à un niveau qui est plus élevé que l'indicateur standard. Donc, ceci s'expliquant probablement par le fait que déjà, il y a un effet, là, on est sur des consommations réelles, là où les certifications ne s'appuient pas forcément sur des consommations réelles, mais plutôt sur des modèles théoriques. Et d'autre part, on peut aussi se dire que peut-être les immeubles en exploitation sont plus durs à piloter parce que c'est des immeubles peut-être parfois anciens sur lesquels on essaie de mettre une certification pour quelque part faire atterrir la consommation, mais qu'il y a un travail à mener qui n'est pas encore à son terme. L'autre point qu'on peut mettre en avant, c'est qu'au niveau de la date de construction des bâtiments, là, pour le coup, on voit une réelle différence entre les bâtiments très récents. Donc, les bâtiments qui sont considérés comme très récents ici, pour nous, ce sont ceux qui sont construits après 2008, et les bâtiments plus anciens. Et là-dessus, on voit qu'on passe d'environ 190 en moyenne sur les bâtiments datant d'avant 2008 à 152 après 2008. Donc, une différence notable entre les deux catégories de bâtiments. Voilà. Et on va passer à une autre nouveauté de l'édition 2021 sur la slide suivante, qui a été de mettre l'accent cette année sur la question de la résilience des bâtiments. Donc, c'est une thématique qui est traitée de plus en plus au niveau à la fois des institutions, à la fois de l'OID notamment, et puis de chacun des acteurs. Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir. Mais on voulait quand même mettre l'accent là-dessus parce que 2021, malheureusement, a vu énormément d'aléas climatiques frapper, et notamment pas très loin de la France en Europe. Et quelque part, il est clair qu'adapter les bâtiments est une urgence climatique. Alors, on propose depuis 2 ans maintenant à nos membres de remplir des critères concernant la résilience des bâtiments. Et ce qu'on observe, c'est à la fois un signal encourageant, qui est que près de la moitié de nos contributeurs ont rempli au moins un critère sur la résilience. Ce qui veut dire que la sensibilisation des acteurs est clairement en marche et que ce sont des questions qui se posent. Mais à la fois, les données n'ont été remplies que pour 2% des bâtiments. Donc ça veut dire qu'au niveau des acteurs, même de leur propre analyse de leur parc sur ces enjeux-là, on n'en est qu'au début du travail. Voilà, alors cette slide-là, je vais passer rapidement. C'était simplement une slide informative sur le profil des répondants et vous le retrouverez en ligne. Donc, je vais passer rapidement parce qu'on a encore pas mal de choses à voir sur les slides suivantes. Alors, sur cette slide, ce qu'on a voulu montrer, c'est l'impact de ce qu'on a appelé atout résilience. Je vais le définir dans 1 minute sur les consommations énergétiques. Alors, qu'est-ce qu'un atout résilience? C'est une caractéristique qui diminue la vulnérabilité au changement climatique d'un bâtiment. Donc, parmi les caractéristiques qu'on peut citer, on aurait par exemple les façades plus ou moins claires, donc façades claires en l'occurrence, les toitures végétalisées, des protections solaires sur les fenêtres, les questions de ventilation ou les espaces en pleine terre à proximité du bâtiment, ce genre de caractéristiques qu'on regroupe au sein de ce critère d'atout résilience.
Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une diminution, en effet, de la consommation énergétique de bâtiments présentant de telles caractéristiques. Donc, cette diminution, elle reste à prendre avec prudence parce que c'est la première fois qu'on regarde ça, qu'on n'a pas encore une profondeur de données qui nous permettent de nous assurer que c'est une tendance forte et stable, mais néanmoins qui donne une première indication sur le fait que ces éléments puissent, en dehors de leur atout au niveau de la résilience, avoir également un impact sur la consommation énergétique des bâtiments. Alors, pour entrer un petit peu plus dans le détail sur ces fameux atouts résilience, ce qu'on voit, c'est que, alors avant, je vais quand même préciser une chose, c'est qu'on a mis ici sur ce graphe les bureaux avec climatisation, pas du tout parce qu'on pense que la climatisation est un atout résilience, mais simplement pour pouvoir faire un comparatif justement de cette action de mettre la climatisation, qui est une action souvent, qui est quand même une action adaptative, hein, qui est mise en place par les uns et les autres, mais qui peut avoir un effet contre-productif et engendrer un cercle vicieux où en fait ça renforce même la hausse des températures alentour. Mais on l'a quand même mis pour que vous puissiez voir que quand on compare à d'autres atouts résilience pour le coup, eh bien cette installation de la climatisation n'a pas de bénéfice au niveau de la consommation énergétique. C'est logique, mais on voulait quand même vous l'indiquer sur ce graphe. A contrario, les bureaux équipés de toitures végétalisées, par exemple, ont pour le coup un repli assez net par rapport à l'indicateur standard de consommation énergétique. Donc là encore, c'est des choses qu'il faudra prendre avec prudence. Ce sont des premières indications qu'on vous livre et sur lesquelles il faudra continuer le travail probablement dans les années qui viennent. Sur la slide suivante, maintenant, un point sur l'électricité verte et le recours aux ENR. Donc là-dessus, pour dire qu'on observe maintenant depuis 2 ans, je crois, une progression qui est très dynamique sur ces deux critères. Donc l'électricité verte qui reprend la question des contrats qui sont signés, et puis le recours aux ENR, donc sur les installations notamment de photovoltaïque. Là-dessus, il serait aussi intéressant de regarder la part d'autoconsommation et de faire le lien aussi en termes de résilience avec ces installations en autoconsommation. Ça pourrait être des pistes d'analyse aussi à creuser dans les années qui viennent. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on note, et ça fait maintenant 2 ans avec Constance qu'on le voit, c'est qu'il y a vraiment une dynamique sur ces installations. Voilà, et cette partie clôt ce qui concerne les bureaux, et je vais donc en un temps le plus rapide possible passer maintenant à l'analyse du résidentiel. Donc, le résidentiel, je vais un tout petit peu expliciter cette slide qui reprend la distribution des étiquettes DPE. Donc, déjà, vous l'avez en tête, mais je l'indique à nouveau quand même. Cette année, il y a une refonte du DPE applicable au logement en France qui est assez importante parce que elle met en place pour la première fois une double échelle. Donc, à la fois une échelle de notation en énergie primaire et à la fois en émissions de gaz à effet de serre. Donc, alors nous, pour des raisons de praticité, on vous a présenté les deux répartitions de façon isolée. Ce que ça veut dire de façon méthodologique, c'est que tous ceux qui sont dans l'étiquette A de l'énergie primaire ne se recoupent pas nécessairement avec tous les A des gaz à effet de serre. Mais enfin, néanmoins, ça vous donne quand même une répartition qui est globalement assez, parallèle de l'un et de l'autre. On vous a mis aussi pour rappel les différents seuils applicables pour passer d'une étiquette à l'autre, donc les doubles seuils applicables pour cette année. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'on a à peu près 9%, qu'on prenne l'un ou l'autre critère d'ailleurs, donc le double seuil, on a à peu près 9% de la base qui est conforme au DPEA, qui présente un DPEA. Et ça, c'est important. Donc, Loïs le mentionnait précédemment, mais c'est important notamment au regard de la taxinomie européenne, sur lequel je vais avoir l'occasion de revenir un petit peu plus en détail plus loin. Aussi, ce qu'on peut noter sur ce graphe, c'est qu'on a à peu près 14% des actifs qui sont classés classe F et G. Et ça, pourquoi c'est important? Parce que ces fameuses classes F et G sont ce qui sont appelées notamment les passoires thermiques et elles ont vocation quelque part à disparaître de cette répartition au fil des années. Là encore, j'y reviendrai un tout petit peu plus loin quand je vais passer à la partie réglementaire.
Voilà. Et donc, pour faire le lien avec la taxinomie, je vous mentionne juste deux seuils concernant le top 15% et le top 30%. Donc, ces seuils-là concernent les seuils relatifs à l'atténuation du changement climatique, donc les seuils carbone, et ils s'expriment en énergie primaire, donc en kilowattheure par mètre carré par an, en énergie primaire. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le top 15%, les 15 premiers pourcents de nos logements, si on regarde le seuil que ça nous donne, on arrive à 150 kWh par mètre carré, tandis que le critère DNSH, donc les top 30% cette fois-ci de la base, eux, ils nous amènent à 198 kWh par mètre carré. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ces deux seuils fixent quelque part ce qui pourrait être éligible au regard de la taxinomie pour les logements. En tout cas, ça donne des premières indications sur cette classe d'actifs. Voilà. Alors maintenant, je vais passer encore très rapidement sur cette slide qui vous donne le déroulé de la publication que vous retrouverez donc en ligne dans la journée. Ça, j'ai oublié de le mentionner, mais la publication sera en ligne dès aujourd'hui. Et sur la slide suivante, je vous ai remis donc l'infographie sur les chiffres clés, qui est un classique aussi de cette publication, ainsi que, alors ça date de l'année dernière, mais on l'a réédité pour cette année, une infographie réglementaire sur les thématiques énergie-climat, qui permettent d'avoir en tête les jalons des réglementations en 2020 et on va dire les grandes réglementations à venir. Voilà, et tout ça sera disponible donc sur la slide suivante sur notre site. À la fois le baromètre complet et à la fois le résumé exécutif. Et cette année, pour information, on a également un résumé exécutif qui sera disponible en anglais. Donc, s'il fallait retenir quelques conclusions de ce que je viens de dire, donc la tendance générale des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre est à la baisse. En 2020, on peut noter une diminution de 10% par rapport à l'année précédente. La crise sanitaire a eu un effet positif sur l'atténuation, mais on ne sait pas comment ça va réagir l'année prochaine, donc à observer. L'adaptation est un axe à renforcer aux côtés de l'atténuation. Et enfin, la refonte du DPE et l'arrivée de la taxinomie accélèrent la transition écologique pour les logements. Voilà, un grand merci à nos contributeurs, donc nos 29 contributeurs que vous retrouvez sur cette slide. Merci à eux. C'est eux qui rendent cette initiative de transparence pour le marché possible. Et on va pouvoir prendre quelques minutes pour des questions. Avant de prendre quelques questions, je voudrais ajouter quand même un grand merci aux 3 à 4 personnes de l'OID qui travaillent pendant plus de 4 à 5 mois pour pouvoir vérifier toutes ces données et produire ces différents indicateurs. Et on va prendre des questions. Je voudrais juste ajouter un petit point pour les néophytes qui entendent parler de taxinomie de façon incantatoire, mais qui ont du mal à encore se figurer de quoi il s'agit. Sachez qu'il y a un certain nombre de ressources présentes sur notre plateforme et qu'un guide est produit et sera rendu public d'ici 2 semaines sur qu'est-ce que c'est, comment on l'applique, sachant que gardez bien en tête que ça va indirectement ou directement tous vous concerner et que les critères que présentait tout à l'heure Sabine, c'est des critères qui définissent un bâtiment vert demain. Donc, il faudra respecter si on veut prétendre à avoir un bâtiment vert. J'en dis pas plus, mais après, une question à vous. Je vais transmettre une partie des questions qui ont été posées via la boîte spécifique. Donc, tout d'abord, on a une question sur la manière dont sont intégrés les bâtiments de santé dans les résultats du baromètre. Ah oui. Alors, c'est une excellente question. En fait, on ne les intègre pas pour le moment dans les calculs d'indicateurs, tout simplement parce qu'on a des règles de nombre de contributeurs minimum ou de données minimum et que pour le moment, on ne les atteint pas sur ces actifs. Toutefois, c'est une classe d'actifs sur laquelle on aimerait beaucoup pouvoir produire des indicateurs l'année prochaine. Et donc, à la fois, si vous avez des actifs de santé, n'hésitez pas à nous contacter. Et à la fois, nous, on va faire ce travail auprès de nos membres de leur demander spécifiquement des données sur leurs actifs de santé. Merci. Et une seconde question sur les bâtiments qui datent d'avant 2018. Donc, moi, sur un des graphes que vous avez présenté,
qu'après rénovation, la consommation énergétique diminue peu. Et comment, à votre avis, on peut rendre ces rénovations plus efficaces? Ok, alors là, je vais donner un début de réponse, mais c'est plus opérationnel. Une question qui se pose, c'est est-ce que ces rénovations, elles visent la performance énergétique ou pas forcément? Est-ce qu'en fait, quand on rénove ces bâtiments-là, on a fait un ravalement de façade pour faire joli, ou bien est-ce qu'on avait en tête? Donc, déjà, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on embarque forcément tous ces travaux-là au moment où on fait des rénovations? Là-dessus, voilà, c'est plutôt aux opérationnels de répondre, mais ce n'est pas forcément le cas. Et ensuite, il y a une question qui se pose, c'est même une fois qu'on fait des travaux qui, sur le papier, donnent toute satisfaction, en tout cas, visent cet objectif-là, comment on s'assure que dans les faits, dans la réalité de l'usage du bâtiment, ils arrivent aux résultats attendus? Et donc, c'est vrai que c'était quelque chose qu'on avait évoqué l'année dernière, mais par exemple, les contrats de performance énergétique sont un bon moyen d'amener un bâtiment qui devrait être performant à son réel niveau de performance. Moi, j'ajouterai un dernier élément d'explication aussi. Il peut y avoir un biais d'analyse si on regarde les chiffres de façon froide, au même titre qu'il peut y avoir un biais d'analyse sur les bâtiments certifiés en exploitation. Dans le sens où, finalement, les bâtiments rénovés, de façon prioritaire, ça va être des immeubles qui sont situés en zone tendue, qui sont prime, peuvent être notamment des tours avec des très grandes surfaces qui sont intrinsèquement des bâtiments qui consomment beaucoup plus que la moyenne du parc. Donc, il faudrait regarder le périmètre de ces bâtiments rénovés depuis 2018. Peut-être qu'on se rendrait compte que ce sont que des tours à la défense qui, intrinsèquement, consomment 30 à 40% plus que les autres bâtiments. Mais, voilà. Donc, alors, juste pour abonder dans le sens de ce que vient de dire Loïs, c'est vrai qu'on sait qu'à Paris La Défense, il y a un taux de certification qui est plus élevé que le taux de certification moyen. Tous ces sujets-là d'analyse complémentaire, nous, on aimerait les porter. On peut les porter, mais le temps qui nous est disponible pour pouvoir traiter tous les sujets d'immobilier durable n'est pas. Donc, c'est d'ailleurs un sujet qu'on est en train de réfléchir avec l'ADEME pour monter un programme d'analyse qui aille beaucoup plus en profondeur sur la base de ce que nous vous présentons aujourd'hui. Alors, je vous propose de passer à la partie actualité réglementaire. Pour tenir le timing de la matinée et laisser aussi suffisamment de temps aux différents intervenants, je vais faire une version très rapide et succincte de ces actualités que vous connaissez, je pense, pour la plupart déjà. Et on va commencer par le dispositif éco-énergie tertiaire. Ça semble difficile de ne pas commencer par lui. Donc voilà, cette slide très rapidement. Donc encore une fois, ce support sera également disponible et mis en ligne dès aujourd'hui sur notre plateforme. Donc, si je passe un peu vite, vous pourrez toujours aller reprendre les slides de votre côté un petit peu plus tard. Mais voilà, cette slide reprend simplement le double objectif, c'est-à-dire l'option possible entre la diminution en valeur relative ou la diminution en valeur absolue, étant entendu que ce n'est pas les assujettis au dispositif qui choisissent leur objectif, mais c'est un double calcul qui est fait par la plateforme Opérate, justement. Donc, sur la slide suivante, j'enchaîne un petit peu. Donc, pareil sur le calendrier, je ne vais pas reprendre tous les événements réglementaires liés au dispositif éco-énergie tertiaire. Il y a simplement une chose que je voudrais mentionner, c'est qu'on est en attente de valeur absolue et il y a actuellement un projet d'arrêté qui est en consultation, le projet d'arrêté valeur absolue 2. Ce projet d'arrêté, en l'occurrence, présente quelques valeurs absolues, mais on reste en attente de beaucoup de valeurs absolues sur certaines typologies, par exemple les commerces, les hôtels et d'autres. Donc, on sait d'ores et déjà qu'il y aura un arrêté valeur absolue encore complémentaire qui sera mis en consultation et puis publié plus tard dans l'année 2022, mais sans forcément de date à ce stade. Juste une chose sur le calendrier que je rappelle ici, même si je pense que vous l'avez tous vraiment en tête, c'est que cette année, c'est donc la première année de remontée des données sur Opéra, et ainsi que l'année où il va falloir fixer son année de référence également sur Opéra. Voilà. Je m'arrête ici. Donc, sur le cas des bureaux, donc là, c'était pour entrer un tout petit peu plus dans le détail sur, donc une fois que je vous ai montré le graphe tout à l'heure de distribution des bureaux en énergie finale, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, en fait, on a fait ce petit diagramme, enfin ce petit camembert pour vous montrer la répartition des bâtiments de façon un petit peu plus claire. Pour nous, il y a 3 catégories.
Il y a la première catégorie que j'ai mentionnée tout à l'heure, les 18% de bureaux qui sont d'ores et déjà conformes aux objectifs en valeur absolue qui sont fixés par le dispositif. Ensuite, on a à peu près un quart de l'échantillon qui est à moins de 40% de l'objectif en valeur absolue. Donc, pour cet échantillon, qui est déjà, entre guillemets, relativement performant, l'atteinte de l'objectif en valeur absolue sera plus rapide que celle de l'objectif en valeur relative, les moins 40% à horizon 2030. Et puis, pour une grosse moitié de l'échantillon, les 56% que vous voyez, eh bien, pour cela, pour le coup, c'est l'objectif en valeur relative qui sera atteint plus rapidement qu'un objectif en valeur absolue. Voilà, donc c'était simplement ce que précise cette slide. Donc, si on passe à la slide suivante, celle-ci reprend donc le projet d'arrêté. Donc, encore une fois, je vous l'ai mentionné, il y a très peu de valeurs absolues nouvelles. Hein. C'était d'ailleurs pas ce qu'attendaient les acteurs pour cet arrêté. Mais toutefois, les quelques-unes qui concernent le bureau, on vous les a relistées ici, sachant qu'ici, on a visé un peu plus large et donc ce sont les valeurs applicables à moins de 800 mètres d'altitude, les fourchettes applicables. Ensuite, sur la slide suivante, les quelques nouveautés de ce projet d'arrêté. Donc, ce projet d'arrêté, pour information, est en consultation jusqu'au 3 février. Hein. Donc, ce qu'on vous présente là, ce ne sont pas des choses qui sont figées dans le marbre pour le coup. Donc, il y a des précisions sur le cas des bâtiments en multi-occupation, notamment sur la répartition des consommations des espaces communs au prorata des charges. On a le cas des bâtiments neufs. Donc, effectivement, a été intégré au DET les bâtiments, quelle que soit leur date d'achèvement, là où on était initialement sur les bâtiments existants au 23 novembre 2018. Donc, pour intégrer ces bâtiments neufs, ce projet intègre un temps de rodage de 2 ans pour ces bâtiments-là. Il y a un encadrement des procédures d'échantillonnage qui est également intégré dans ce projet. La question de la valorisation des réseaux de chaud et de froid, notamment sur les facteurs de conversion en énergie finale qui sont un petit peu revus dans ce projet d'arrêté, et la date de la première notation qui est reportée à 2022. Donc ça, c'était ce qui veut dire que 2021 ne sera pas non plus comment dire, significatif. En tout cas, ce n'est pas sur 2021 qu'on pourra dire conformité ou non-conformité à la trajectoire. Tout ça étant, donc, encore une fois, je le répète, un projet à ce stade. Sur la RE 2020, je vais faire peut-être encore plus rapide. Simplement, peut-être même, je vais passer cette slide-ci. Donc, pour dire donc, les nouveautés par rapport à la RT 2012, évidemment, une empreinte environnementale prise en compte, notamment via aussi le bilan carbone. J'y reviendrai. Le bilan énergétique passif pour les logements neufs et une limitation des émissions de CO2, ce que je disais, voilà, sur les phases à la fois de construction, sur les phases de construction des bâtiments. Donc, sur la slide suivante, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un choix qui a été clairement fait de calcul dans ce qu'on appelle un ACV dynamique, analyse de cycle de vie dynamique. L'idée étant, là encore, je vous le dis en 10 secondes, mais l'idée étant d'intégrer le moment où les émissions se passent dans le calcul de leur impact sur le volume de CO2 émis. Et puis, l'idée que ce type de calcul favorise les matériaux biosourcés. Donc, c'est logique que la RE 2020 promeuve quelque part cette catégorie de matériaux. Voilà, donc là, c'est vraiment des réglementations en mode express que je vous livre ce matin. Donc, la taxinomie européenne, Loïs en a parlé, c'est un texte majeur qui vise à établir une nomenclature et des critères communs pour déterminer ce qui est durable et ce qui n'est pas durable. Sur la slide suivante, je vais passer ensuite les autres, mais sur cette slide-là, retenez qu'il y a à la fois la notion d'éligibilité sur les activités en elles-mêmes. Est-ce qu'elles peuvent être éligibles? Et ensuite, ce concept d'alignement avec la taxinomie ce concept d'alignement, lui, vise à dire si on est
du coup durable ou pas durable. Et dans ce concept d'alignement, sur les différents enjeux, il y en a 6 qui sont établis par la taxonomie. On a à la fois un critère de contribution substantielle et puis cette innovation de la taxonomie qui est très intéressante, qui est ce critère DNSH, Do No Significant Harm, qui permet de s'assurer qu'il y a un filet de sécurité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être champion du carbone si, à l'inverse, on laisse filer la biodiversité, enfin, on a un impact trop négatif sur la biodiversité ou la consommation d'eau ou ce genre de choses. Donc, il y a une idée quand même d'une exigence minimale multi-critères requise pour cet alignement à la taxonomie. Et le dernier point que cette slide mentionne, c'est le reporting des Key Performance Indicators. Donc ça, c'est quelque chose avec quoi les acteurs vont avoir à se familiariser pour pouvoir petit à petit intégrer les objectifs de la taxonomie dans leur pratique. Je passe la slide suivante, mais vous retrouverez encore une fois tout ça sur notre support pour vous mentionner le DPE logement. Alors, les objectifs de ce DPE, c'était de fiabiliser l'outil afin de rendre ces données d'entrée opposables et puis d'éradiquer quand même les passoires thermiques. Alors, je l'associe évidemment à la loi climat-résilience. Donc, c'est le doublé DPE loi climat-résilience qui permet d'éradiquer les passoires thermiques. J'y viens juste après. Donc, déjà, dans le DPE sur la slide suivante, on retrouve cette double échelle énergie-carbone que j'ai déjà évoquée et qui est vraiment une innovation. Et à la fois, on vous a mis quelques repères à propos du confort, notamment le confort d'été, mais plus largement, on peut dire que c'est un tout petit pas vers la résilience des bâtiments, encore une fois, qui est intégrée à ce DPE. Et sur la slide suivante, simplement pour vous dire que, articulé avec la loi climat et résilience, il y a des mesures qui doivent permettre petit à petit de faire évoluer le parc, de faire transitionner le parc vers des classes finalement DPE, idéalement A, AD. Pourquoi? Parce qu'il y a un couplage qui est fait entre les DPE et le caractère décent des logements. L'idée étant que pour être décent, il faut être classé de A à F. Alors là, c'est toutes les classes d'ici 2025. Et en 2025, les classes G sortent du caractère décent des logements. En 2028, c'est les classes F qui, à leur tour, sortent de ce tampon de décence. Et puis en 2034, c'est les classes E qui doivent, elles, en tout cas, avoir mené des travaux pour conserver ce caractère décent. Et là, ce qu'on vous a mis, c'est simplement la répartition, cette fois-ci, du ministère de la Transition écologique. Et quand on regarde ce graphe, ce qu'on voit, c'est que d'après les estimations, ça veut dire qu'il y a quand même 40% du parc qui sera concerné, donc à minima par une action de rénovation, mais même par le fait de gagner une, voire 2 classes au minimum de DPE d'ici 2034. Donc, c'est quand même des actions qui vont devoir être menées et enclenchées assez rapidement. Et donc, sans plus attendre, on va pouvoir se pencher sur les actifs résidentiels. Et pour ça, c'est Bertrand Absolu, responsable ESG chez Aviva Investors, qui va prendre la parole pour répondre à cette question de savoir comment les acteurs anticipent les réglementations à venir pour leurs actifs résidentiels. Alors, Bertrand, tout d'abord, tu peux nous présenter Aviva Investors et son patrimoine résidentiel pour commencer? Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Bertrand Absolu, responsable ESG chez Aviva Investors Real Estate France, RF pour les intimes. Donc, Aviva Investors Real Estate France est une filiale de gestion d'actifs immobiliers du groupe Aviva France, qui a rejoint récemment le groupe AMA en septembre 2021. Alors, nos métiers couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur de l'investissement immobilier, c'est-à-dire de l'acquisition en passant après par la gestion et les éventuels projets de travaux de réhabilitation et de développement pour aller jusqu'à la cession. En termes d'encours, donc les chiffres clés qui vous sont affichés ici représentent donc les 8,1 milliards d'euros d'investissement immobilier en direct et indirect à travers des fonds dans toute l'Europe. Sur le patrimoine en direct, c'est celui-ci sur lequel je vais me focus. Eh bien, on a 10%, on ne voit pas sur la slide, il y a un problème de mise en forme, mais on a 10% d'actifs résidentiels sur le patrimoine. Donc dans plusieurs pays, mais c'est très concentré sur l'héritage de l'assureur à Paris, en France. Ce sont souvent des immeubles mixte, bureau-logement avec une consonance logement majoritaire.
Et malgré ces 10%, en fait, la stratégie ESG que l'on applique est prioritaire en fait sur cette classe d'actifs, puisque comme l'a dit Sabine et comme on l'a vu dans cette présentation, il y a cette loi climat-énergie, cette loi climat et résilience qui est sortie en 2021, qui va être un fort enjeu pour nous les acteurs, puisque c'est une priorité. Comme pour le tertiaire, il faut faire baisser les consommations du résidentiel. Le bâtiment résidentiel et tertiaire, c'est un poids lourd des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc, l'enjeu majeur, c'est pour le gouvernement, au niveau national, de rendre le parc existant au niveau bâtiment basse consommation d'ici 2050. Et pour ça, il faut accélérer la rénovation. On a le décret tertiaire décrit effectivement dans la présentation, mais on a aussi du coup cette loi climat et résilience sur le logement qui s'applique. Il va falloir, pour accélérer ces rénovations, utiliser un outil qu'on connaît déjà, c'est le diagnostic de performance énergétique, ou DPE, que l'on n'utilisait pas en fait avant cette loi climat et résilience, qui était plutôt là, le DPE, pour faire joli, mettre de la couleur dans les annonces immobilières, entre guillemets. Et demain, à partir de demain, on va devoir l'utiliser comme boussole en fait pour transiter les 40% du parc classé E, F et G d'ici 2034 vers les classes supérieures pour pouvoir les louer. Donc pour nous, en tant qu'acteurs immobiliers institutionnels, ça représente un enjeu, surtout d'un point de vue risque, via les contraintes qui nous sont appliquées, mais aussi, il faut le voir aussi de l'autre côté du prisme, pas mal d'opportunités dans les années à venir. D'accord, donc là tu mentionnais le DPE, donc, là ça veut dire que concrètement vous êtes en phase d'établir ces DPE, comment vous faites concrètement, vous les avez déjà ou vous êtes en cours de… Oui, alors l'enjeu numéro 1, quand on a posé le cadre, c'est d'établir un constat, poser l'état des lieux de ce qu'on a. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre à jour tous nos DPE. Évidemment, on ne va pas le faire d'un coup, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça va se faire progressivement en fonction des libérations des lots, de la vacance sur les immeubles. On a en moyenne sur le patrimoine résidentiel un turnover, un taux de rotation de 8%, donc ça va prendre à peu près 10 ans à refaire, mais il va falloir accélérer cette mise à jour vu qu'il faut le faire d'ici 2024, d'ici le 31 décembre 2024. Et donc, je ne sais pas si l'audience a déjà vu le nouveau modèle de DPE. On a eu une capture d'écran précédemment, mais de mon point de vue, effectivement, il est beaucoup plus lisible. On a des informations qui sont présentées de façon totalement différente par rapport à l'ancien DPE, qui sont beaucoup plus utiles à la compréhension pour un professionnel comme pour un particulier. Donc, on va avoir une montée en compétences de tous les acteurs avec ces nouveaux DPE. Donc, c'est une excellente chose et ça montre la puissance de l'outil qui a été décuplée avec cette nouvelle version. Et la fiabilité de ces nouveaux DPE est également grandement améliorée puisque on ne se basera plus, par exemple, sur les consommations réelles, mais bien sur les performances intrinsèques d'un logement. Donc, la méthodologie change. On a, à titre d'exemple, dans le changement de méthodologie, le périmètre des usages pris en compte qui sont désormais de 3 jusqu'à 5 usages aujourd'hui. On a rajouté l'éclairage et les auxiliaires. On a le coefficient d'énergie primaire d'électricité qui est abaissé de 2,58 à 2,3, etc., etc. Donc, on s'attend en fait à voir à travers notre mise à jour et notre constat sur les DPE à quelques surprises et des non-surprises puisque les logements chauffés électriquement devraient soit remonter d'une classe ou au moins artificiellement augmenter leur performance énergétique avec ces changements méthodologiques. Et à l'inverse, les logements chauffés avec des énergies fossiles être bien moins notés étant donné la double échelle énergie-carbone. Donc voilà, on va avoir cette prise de conscience au rythme de la vacance qui va être progressive et on va devoir agir aussi au plus vite en fonction des opportunités de travaux. D'accord. Donc, une fois cet état des lieux fait, comment comptez-vous procéder? Donc, tu parlais de prendre en compte la vacance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Alors, une fois qu'on a posé le constat où on en est en termes de performance énergétique sur nos logements, il va falloir hiérarchiser. On ne va pas tout faire en même temps non plus, on ne peut pas tout faire en un an. On va hiérarchiser donc les lots les plus énergivores et faire des travaux sur ces lots prioritairement.
Et je vais faire une analogie avec le décret tertiaire que l'on a également à traiter via mon patrimoine. On va appliquer une logique différente en fait sur le logement, puisque sur le décret tertiaire, on va travailler surtout avec les locataires sur leur utilisation vertueuse, sur leur usage, sur leur partie privative et commune et sur les parties communes. Donc voilà, c'est vraiment un travail commun, conjoint. Là, et on est en énergie finale, comme le disait aussi tout à l'heure Loïs, là où sur le logement, eh bien, on est les seuls responsables en fait, de la performance énergétique en tant que propriétaire. Donc là, c'est bien nous qui avons l'unique main sur la performance énergétique au sens de la réglementation. L'usager du coût de logement pourra utiliser le logement autant que bon lui semble, puisque le DPE normalise en fait l'usage à tous les logements. Il n'y aura pas de différence d'usage entre un logement et un autre. Et donc, comment on va faire pour hiérarchiser? Donc, on va les classer et on va faire les travaux sur ces bâtiments, soit de façon partielle, des rénovations partielles, soit des rénovations globales. Donc, les rénovations partielles seront effectuées en site occupé, c'est la grande majorité des cas que l'on aura à traiter. Donc, pour cela, comment faire? Eh bien, on va mettre en place des prescriptions énergie et carbone à chaque libération de l'eau. Notre remise en état que l'on connaissait auparavant et qui consistait surtout à remettre un coup de peinture, eh bien, sera étendue désormais à corriger la vétusté énergétique d'un logement. Donc, pour exemple d'action de travaux en rénovation partielle, on peut citer le remplacement des chaudières, de la chaudière, les remplacements des menuiseries extérieures, les vitrages, le relamping, l'isolation, extrêmement important pour l'amélioration de la performance énergétique et carbone, isolation des combles, isolation des sous-sols, isolation extérieure quand l'architecture le permet, ce qui n'est pas forcément toujours le cas à Paris, comme on le sait. Et donc, va se poser l'épineuse question, cette fois-ci de façon très ouverte, de l'isolation intérieure et de la potentielle perte de mètres carrés utiles, qui était auparavant balayée d'un revers de la main. Mais avec cette nouvelle réglementation, il n'y a pas de garde-fou non plus comme dans le décret tertiaire. Tous les bâtiments sont au même niveau, qu'ils soient architecturellement protégés ou non. Donc, il va falloir faire les travaux et atteindre cette classe à minima. D'ici 2034. En rénovation globale, donc là, on a plus de leviers d'action, de marge de manœuvre sur nos bâtiments. C'est beaucoup plus rare, bien évidemment, de faire cela. On va repenser l'architecture du bâtiment et actionner toutes les actions que j'ai citées précédemment d'un point de vue plus large. Et là, on va y voir effectivement, nous, de notre point de vue, une réelle opportunité. Avec l'essor de la finance verte dont parlait Sabine également tout à l'heure, avec la taxonomie européenne qui va classifier les bâtiments verts, eh bien, qui est basée sur les DPE. Donc, soit A, si on prend le critère atténuation comme élément significatif de contribution, ou soit le DPE-C, si on prend le DNSH. Et donc, là, il y a un vrai enjeu de liquidité améliorée avec les DPE sur des rénovations globales, si on atteint des classes A à C. Et la RE 2020 également, qui est entrée en vigueur donc, depuis cette année au 1er janvier sur le logement. Quand on va faire des rénovations globales, on va essayer de se rapprocher au plus proche des standards du neuf et donc se baser sur la RE 2020 également pour améliorer la liquidité dans le temps, les décennies à venir des logements. Donc, on va avoir une nouvelle catégorie, un nouveau facteur dans ce qu'on qualifie de prime, immeuble prime de logement, à la fois la localisation, bien évidemment, qui restera ad vitam aeternam par les experts immobiliers, mais aussi donc ces critères de décence énergétique qui vont rentrer en compte dans le triptyque de l'évaluation d'un actif. C'est très intéressant, merci. Et du coup, l'argent étant le nerf de la guerre, je pose la question de comment vous allez gérer les impacts financiers de tout ce plan quelque part que tu nous exposes ce matin. Effectivement, c'est le nerf. C'est la question du financement la plus épineuse qui est à chaque fois posée quand on parle de rénovation énergétique. On voit que le gouvernement a pas mal d'objectifs très ambitieux et qui sont loin d'être atteints. Donc, nous, en tant qu'acteurs institutionnels, en fait, on va devoir intégrer cette nouvelle réglementation dans nos prévisions financières qui sont formalisées donc, dans des business plans à 10 ans sur chaque actif.
Et donc, le premier effet, il y a deux principaux effets. Le premier effet à court terme qui va se passer dans ces prévisions financières, ça va être le gel des loyers sur les classes dites passoires énergétiques F et G. Donc, dès le mois d'août 2022, on ne pourra plus indexer nos loyers annuellement de façon automatique à l'IRL, l'indice de révision des loyers. On ne pourra plus augmenter les loyers lors des changements de locataires ou d'un renouvellement de bail sur ces passoires énergétiques. Donc, c'est très proche. Donc, ça va falloir l'intégrer court terme. Et à moyen terme, le second effet, ça va être la dévalorisation nette des actifs EFG d'ici 2034, étant donné leur incapacité prochaine à être louée. Donc, il y aura évidemment des dévalorisations à différentes échelles selon les marchés, que l'on soit en région ou en marché tendu. Donc, ça, ce sera tout le travail des experts immobiliers, effectivement. Mais cette dévalorisation nette, on va la découvrir de façon très concrète. On appelle également brown discount ou décote brune. Ce qui était très immatériel avant va le devenir très matériel, puisque ça correspondra tout simplement au montant des travaux engagés, cette décote, et l'éventuelle perte de surface engendrée par l'isolation intérieure, notamment à Paris. Donc, l'impact financier à moyen terme, il sera inévitable de cette réglementation. Le marché il va s'adapter au gré des contraintes parce que les contraintes vont aller de façon crescendo dans le temps et pour moduler les prix du coup des actifs les plus énergivores. Et donc, au-delà de l'impact financier, on a un peu parlé, il y a aussi quelques questions juridiques avec l'opposabilité du DPE qui pose les questions des relations quand on va acheter des immeubles ou même louer des surfaces de logement, puisque derrière, en fait, on pourra être attaqué en justice si le DPE a été mal fait ou s'il y a eu un vice dans son établissement. Donc là, au global, c'est quelque chose qui va beaucoup changer le visage du logement d'ici l'année 2034 et plus tard également parce qu'il va falloir, comme je le disais, aller jusqu'aux normes BBC en 2050. Et on parle que d'énergie. J'ai parlé que d'énergie depuis tout à l'heure, mais on pourrait étendre le sujet des réglementations liées à l'ESG à d'autres critères, la mobilité douce, les bornes de recharge électrique, l'accessibilité PMR qui change énormément également de ce point de vue-là, donc ça bouge beaucoup. Et voilà, on se prépare progressivement. Merci Bertrand. Marie, je ne sais pas s'il y a des questions. Tu viens poser quelques questions du chat. J'ai une question à vous relayer, notamment, qui repose un petit peu sur ce qu'on a dit dans la session d'avant. C'est par rapport au fait de savoir si vous considérez qu'il est relativement facile de valoriser les rénovations énergétiques sur vos actifs. Alors, de mon point de vue, une rénovation énergétique, il y a plusieurs niveaux d'ambition dans une rénovation énergétique, mais si on le fait de façon ambitieuse, c'est-à-dire au standard soit proche du neuf, soit proche du standard de la taxonomie, qui est pour nous le référentiel principal pour établir un actif vert sur le plan environnemental, eh bien, effectivement, nous, on y voit une opportunité réelle puisque la liquidité va être grandement améliorée, on va avoir plus de demandes, même nous, quand on achète des actifs, plutôt du coup sur le résidentiel, non pas sur l'existant, mais sur de la VFA ou de la réhabilitation, on regarde ces critères d'excellence. Et donc, quand on fait une rénovation énergétique effectivement globale, on va viser l'excellence. Merci beaucoup, Bertrand. Et je vais passer la parole du coup maintenant à Robin Godet sur la slide encore d'après, donc responsable ISR chez Norma Capital, qui va nous parler de la question de la résilience du parc, comment on prépare tout ça face aux évolutions à venir. Merci Sabine, bonjour à toutes et à tous. Donc Robin Godet, responsable ISR au sein de Norma Capital. Effectivement, cette question de la résilience est une très bonne question et juste peut-être en introduction à mon propos, vous présenter un peu Norma, qui on est et ce qu'on fait. Donc, nous sommes une société de gestion de portefeuille immobilier. Aujourd'hui, on est à 750 millions d'euros d'encours sous gestion pour principalement donc 2 SCPI et 4 OPPCI. Sur la partie SCPI, 2 fonds. Peut-être le montrer plus sur la slide d'après. Donc 2 fonds qui sont aujourd'hui labellisés ISR. Le premier, Ferinvest. Donc dès la création de ce label adapté aux valeurs immobilières, nous avions pu obtenir la certification ISR, certification d'État.
Et c'est un fonds qui a plutôt vocation à investir dans la santé et l'éducation. Donc, on sera ravis de compléter nos reportings les prochaines années sur cette question de la santé, puisqu'on le fait déjà, mais voilà, on aura un benchmark un peu plus élargi avec nos confrères. Autre SCPI aujourd'hui qu'on vend, c'est donc Vendôme Région, qui est là plutôt une SCPI régionale, qui a pour objectif d'avoir une épargne diversifiée sur le territoire. Je vous ai parlé d'ISR, et l'ISR, je pense que c'est intéressant parce qu'on parlait de ESG un petit peu tout à l'heure, mais peut-être que tout le monde n'est pas sensible encore à ces sujets, même si je le souhaite et je l'appelle de tous mes voeux. Mais en quelques mots, l'ISR, donc pour investissement socialement responsable, se base sur 3 grands piliers fondamentaux que sont l'environnement, le social et la gouvernance, donc l'acronyme ESG. Derrière ces 3 lettres et ces piliers, on retrouvera donc évidemment des questions liées à l'énergie, au carbone, l'eau, les déchets, donc sur la partie E. Des enjeux liés à l'aspect social, sociétal, transport en commun. On en parlait juste avant sur la partie accessibilité PMR, qui sont aussi des sujets, je pense, à regarder. Et enfin, sur la partie gouvernance, résilience, adaptation au changement climatique, qui sont des enjeux finalement d'aujourd'hui, mais qu'on ne traite pas puisque c'est un petit peu occulté encore aujourd'hui par cette question des crédits énergie tertiaire, le changement de DPE, la nouvelle réglementation qui pour autant, c'est des sujets et des questions qu'il faut commencer à traiter et à regarder. En termes du coup, ce coup-ci, 2 retours d'expérience, sur la slide encore d'après. Je voulais faire encore une autre petite introduction et en rappelant en fait ce que Novetic, donc organisme de place sur ces questions-là aussi, définit comme la résilience du bâtiment. Et ça recouvre aujourd'hui la capacité à encaisser un choc et à le surmonter. Donc moi, je vais vous parler en fait de cette thématique du choc. Qu'est-ce qu'un choc finalement et comment on peut passer outre. Concrètement, en tant que gestionnaire de portefeuille, nous devons aller plus loin et pas seulement être passif, c'est-à-dire que ce n'est pas le simple fait d'encaisser un choc, il y a une nécessité de se préparer et d'anticiper le plus possible ce choc. La résilience, elle est appliquée donc, au niveau d'un bâtiment, elle concerne à la fois des dispositifs de prévention et de sécurité. Donc, on peut imaginer assez facilement, je suis dans une zone qui est plutôt inondable, qu'est-ce que je peux mettre en place justement pour le jour où il y a une inondation, être prêt et éviter les risques et éventuellement les pertes d'activité liées à ce choc. Le but étant de permettre de conserver la viabilité des structures. Parce que notre objectif, nous, en tant que société de gestion, c'est de gérer notre patrimoine, de faire en sorte qu'il soit présent aujourd'hui comme demain. Et de s'adapter évidemment aux différents événements et aux conséquences éventuelles qui seraient derrière. Et donc, à mon sens, pour cela, il faut rajouter 2 autres briques à cette définition donnée par Novetic. C'est l'identification des chocs potentiels et la préparation, puisqu'il ne suffit pas simplement d'encaisser et de surmonter, ce qui est plutôt pour moi la phase aval, mais en amont, il faut bien identifier de quoi on parle. C'est finalement quelque chose que le monde du bâtiment a toujours su faire. Alors là, je vais élargir pas simplement des dernières décennies, mais de tout temps, le bâtiment s'est adapté, a évolué en fonction de nos connaissances, de nos modes de travail et de notre capacité à construire des bâtiments de plus en plus résistants, solides. Donc, on commence à parler de la notion de résilience, mais il y a plein de choses qui ont déjà été faites en amont. Et le but, encore une fois, c'est toujours le même, c'est ce coup-ci d'anticiper. Et on sait que les changements climatiques vont être de plus en plus présents, de plus en plus intenses. Sabine en parlait tout à l'heure, ce qui s'est passé notamment en Allemagne l'année dernière. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver n'importe où. Et donc, l'objectif, c'est vraiment ça, c'est d'aller chercher, de savoir finalement quels sont nos chocs. Pour savoir quels sont nos chocs, ce qu'on peut regarder, c'est 2 outils, on va dire. Un premier que finalement tout le monde a quand il achète un actif, c'est ce qu'on appelle l'ERP. Alors, il a porté plusieurs noms. On a eu l'ESRIS, par exemple, qui était sur son nom d'avant, ou le RNMT pour les plus anciens. C'est un document donc, qui a une valeur légale et qui recense plusieurs risques et sur lequel, en fait, tout acteur qui achète un immeuble ou toute personne qui va louer des locaux va pouvoir identifier assez rapidement, en fait, principaux risques. Donc, on va identifier les risques naturels, inondations, je vais vous les citer un petit peu, mais inondations, crues torrentielles, remontée des nappes, avalanches, cyclones, mouvements de terrain, sécheresse, feux de forêt, séismes et volcans, puisque effectivement sur le territoire national, nous avons des zones volcaniques.
Autre élément, tout ce qui va être risque minier et technologique. Donc ça, si vous voulez, sans faire de gros travail pour identifier les chocs, vous pouvez ne serait-ce que reprendre ce document-là et identifier si oui ou non, par exemple, je vais prendre ce qui est le plus simple, on va dire, vous êtes en zone inondable. Donc ça, vous allez pouvoir l'identifier. Maintenant, si vous voulez aller plus vite et que vous n'avez peut-être pas forcément toujours accès à ces ERP, l'OID a mis en place un super outil et vraiment, je vous encourage à y aller, à le tester. Il est vraiment ouvert à tous, donc voilà, profitez-en pour aller voir ce qui se passe dessus. Et donc, en donnant quelques caractéristiques à la fois en termes d'adresse et de caractéristiques techniques de votre bâtiment, vous allez pouvoir identifier en quelques instants si vous êtes concerné par tel ou tel risque. Donc, je crois qu'il y a 5 principaux risques qui sont sur cet outil. Et l'idée étant qu'effectivement, demain, ça évolue pour identifier de plus en plus de risques, et même au niveau européen. Donc, je vous encourage, encore une fois, vivement à aller jeter un œil. Aujourd'hui, ce qu'on peut se dire, c'est que ces outils, c'est des outils précieux qui donnent des photographies vraiment à date pour identifier éventuellement quelques chocs. On a cité quelques-uns et je pense que ça va être un peu les principaux qui peuvent intervenir sur un immeuble. De manière générale, aujourd'hui, le marché, et c'est un peu finalement l'étude qui a été montrée ce matin, la moitié des contributeurs ont donné des éléments sur l'identification ou l'adaptation au changement ou la résilience sur leur bâtiment, sur leur parc, mais ça représente à peine que 2%. Donc, on est vraiment au début finalement de cette démarche et vraiment, je vous encourage à regarder ces éléments-là. Ça vous donne une bonne photographie à date et ça va vous permettre de réfléchir finalement aux axes d'amélioration. Donc, nous, on s'est prêté au jeu pour l'ensemble de notre patrimoine chez Norma Capital, donc pour les 2 SCPI, Vendôme Région et Ferinvest. Le risque principal, c'est le risque inondation, finalement. Celui qui est remonté par l'outil, c'était celui-là. C'est relativement logique puisque, alors je vais dire en France, mais de tout temps, on s'est toujours installé proche d'un cours d'eau parce qu'il y avait une notion d'accès, de facilité de transport des matières et des matériaux, et puis l'accès à l'eau aussi. Donc, ce n'est pas étonnant que des villes comme Paris ou Bordeaux soient proches de l'eau puisque construits soit à côté d'un fleuve. Et donc, nous, notre bâtiment, notre immobilier, bien souvent s'inscrit dans des métropoles régionales qui sont de facto concernés par ces risques d'inondation. Donc ça, c'est vraiment, voilà, j'ai identifié un choc potentiel. Maintenant, il faut passer à l'étape d'après, aller au-delà. Et c'est ce qu'on commence à réfléchir avec des questions comme le coefficient de biotope surfacique. Alors, derrière ce terme barbare, qu'on a en acronyme qui s'appelle le CBS, il y a toute une réflexion en fait autour de la capacité d'un territoire à finalement capter l'eau, la retenir dans son sol et éviter par exemple demain tout ce qui va être onde de crue, en tout cas limiter le plus possible cette question. Et donc nous, voilà, on s'est dit, bon, on a un risque inondation, on a cet outil de marché qui existe et qui va pouvoir nous permettre d'identifier sur l'ensemble du patrimoine, effectivement, est-ce que on a une capacité, est-ce que finalement on a des espaces verts, ou je te disais, et est-ce que l'eau va pouvoir s'infiltrer dans nos sols ou non, ou au contraire, est-ce qu'on va surcharger lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a des gros orages, est-ce qu'on va surcharger les réseaux? En faisant ce travail, donc on s'aperçoit qu'on a un certain score. On a encore malheureusement un peu une contrainte, c'est qu'on n'a pas forcément de benchmark de marché sur ces sujets, mais c'est des choses qui vont arriver parce qu'il y a des gros travaux, notamment à l'idée sur cette question. Mais ça nous permet de réfléchir un petit peu à plus long terme et de se dire, voilà, quelles actions on peut mettre en place. Avant de passer à la slide suivante, juste peut-être deux petites limites à cette méthode, comme ça j'en parle maintenant et puis on n'y reviendra pas forcément. L'outil donc se base sur la caractérisation d'une parcelle en fonction de savoir si j'ai plus ou moins d'épaisseur de terre et si, par exemple, je suis sur une dalle, plus ou moins d'épaisseur et donc plus ou moins végétalisée. Par contre, quand on regarde sur en pleine terre ou non, la caractéristique même de cet espace, à savoir est-ce que je suis plutôt sur un milieu forestier ou sur de la pelouse, aura la même valeur. Et donc ça, aujourd'hui, c'est peut-être un peu une des limites, parce que je pense qu'une forêt a plus de valeur qu'une pelouse. Voilà, donc il y aura plus de biodiversité dans certains espaces que dans d'autres, mais bon, c'est une première étape. Et donc le benchmark, j'en ai parlé, mais voilà, ce sera un sujet pour demain. En termes d'action, en tant que nous, propriétaires de biens,
ce qu'on peut regarder, c'est à mettre en place ce genre de système sur nos parkings, puisque aujourd'hui, c'est bitumé. Et dans le cadre soit de VFA, soit VFA vente en état futur d'achèvement, donc c'est des bâtiments qui sont achetés sur plan, pas encore bâtis ou qui vont être bâtis, ou d'opérations de rénovation des parkings, parce qu'on rénove régulièrement nos parkings. Le but, c'est de remplacer la surface bitumée par des surfaces qui vont être, par exemple, dallées ou qui vont être végétalisées ou sur lesquelles on va pouvoir mettre de la mousse. Et sur la partie droite de cette slide, vous voyez en fait le sous-sol qui est traité d'une manière bien spécifique pour que l'eau en fait puisse à la fois s'infiltrer et se stocker en dessous du parking, ce qui permet en cas de crue ou de forts orages, finalement, d'avoir un effet à la fois sur le parking en captant l'eau, mais aussi un effet sur le territoire. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, un bâtiment n'est jamais tout seul, il est intégré à son territoire, à son environnement. Et donc, l'action que nous menons en tant que propriétaires, c'est une action finalement vertueuse pour nous, mais aussi pour l'ensemble de la collectivité. Sur la slide d'après, un autre exemple, mais donc du coup, voilà, à plus grosse échelle de ce qui peut être fait, à quoi ça ressemble. Je vous ai parlé de toute la partie de coefficient de biotope. Un autre exemple, ce coup-ci, mais sur des toitures. Nous, on a de temps en temps des toitures à changer parce que l'étanchéité commence à dater ou il peut y avoir des problèmes. Et donc, en Île-de-France, on a mis sur un projet, on a réfléchi en fait à se dire, bon, bah voilà, on doit changer la toiture, mais est-ce qu'on ne peut pas faire plus? Et plus, ça a été de réfléchir à se dire, on a certaines obligations liées au décret tertiaire, ça va être donc effectivement de refaire l'étanchéité, on va améliorer finalement notre consommation d'énergie et donc la performance du bâtiment. Mais au-delà de ça, la question qu'on s'est dit, c'est voilà, est-ce qu'on ne peut pas mettre de la végétalisation sur cette toiture et donc végétaliser? Et si je fais ce fameux calcul de CBS avant et après projet, je passe d'un périmètre qui est à 20% de coefficient de biotope à plus de 50%. Donc là, on a une vraie action, à la fois en termes de biodiversité sur le site, une vraie action en termes de captation des eaux, rétention des eaux, mais aussi un autre élément qui va être résorption de l'îlot de chaleur urbain, même si là, on est dans une zone qui est plutôt végétalisée, mais ça va avoir un impact. Sur la slide d'après, mais que je vais passer très vite, d'autres questions qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce qu'on ne peut pas, en termes de résilience, se dire notre bâtiment, il peut autoconsommer, produire sa propre énergie et donc éviter de nuire au réseau en lui demandant beaucoup d'énergie dans des zones qui sont peut-être éloignées des centres de production. On fait le choix, nous, par exemple, de faire en plus appel à des panneaux photovoltaïques 100% français, ce qui a aussi une valeur ajoutée pour notre territoire, parce qu'on a mis un peu cette logique de s'inscrire dans un territoire plus large. Et bon, j'en dirai pas plus aujourd'hui pour des questions de temps. Pour conclure sur mon intervention de ce matin, la question de la résilience, les acteurs de l'immobilier sont majoritairement à l'étape d'identification encore des chocs potentiel, mais il est maintenant temps d'agir. Prévoir, c'est à la fois supporter l'avenir et le préparer. Prévoir, c'est déjà agir. Donc là, je cite Henri Fayol, qui justement évoquait cette notion-là de prévention et qui permettait d'agir. Donc, ce que je vous ai présenté également, c'est des exemples simples qui peuvent être généralisés. Nous, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'on fait dès qu'on a un site en restructuration, un site qu'on va faire construire, c'est des question qu'on se pose tout de suite pour se dire est-ce qu'on ne peut pas le mettre en place et pour anticiper finalement un peu le futur. Autre élément, là je vous ai parlé plutôt d'actions que le propriétaire peut faire sur son parc bâti ou à venir, et il ne faut pas oublier qu'il y a deux acteurs principaux sur ça, c'est le preneur. Le preneur à bail, c'est effectivement celui qui va avoir peut-être l'un des plus gros impacts sur notre immeuble. Et donc, il va falloir qu'on aille le former, le sensibiliser à ces questions, puisque identifier un risque, c'est très bien, mais il faut aussi le partager. Et donc, l'inviter à réfléchir avec nous à ces questions. Et donc, le deuxième organe, finalement, ce qui rejoint à la fois le locataire et le propriétaire, c'est ce qu'on appelle les comités verts. C'est un événement qu'on essaie d'organiser à minima une fois par an. Et sur lequel on va parler notamment de ces sujets-là, en plus de la partie énergie, performance, carbone et autres. On essaye d'intégrer cette question justement de comment est-ce qu'on peut ensemble, parce que nous on a identifié un risque, mais comment est-ce qu'on peut préparer le futur. Et voilà en quelques mots des actions concrètes qu'on peut mettre en place sur un patrimoine et qu'on peut généraliser. Je rebondis le temps que Marie s'installe avec une première question. Comme tu mentionnes les comités verts avec les locataires, donc je me demandais quelle réaction vous avez
quand vous faites ça, quand vous évoquez ces sujets avec les locataires, est-ce que vous les sentez réceptifs? Comment ça se passe? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le comité vert, pour moi, c'est un super, je vais dire comme ça, c'est un très bon organe finalement de rencontre. Parce que pour une fois, on parle avec le locataire d'autre chose que du bail, enfin, d'autre chose que du bail. On ne parle pas forcément d'argent dans le premier abord. Et donc, c'est une autre approche. Et des fois, ça permet aussi de décoincer certaines situations compliquées. Donc, de ce fait-là, le locataire est souvent très sensible. En fait, il est même content qu'on vienne le voir, même souvent, il attend que ça. Parce que ça lui permet aussi de remonter d'autres sujets. Et il se dit, bah voilà, on parle d'autre chose que de l'énergie dont on parle tout le temps, que de mon loyer, que des charges, tout ça. Et donc, il est plutôt à l'écoute. Donc maintenant, il faut qu'on passe à l'étape d'après on va agir ensemble, mais c'est un peu le démarrage de ce questionnement. Donc voilà, c'est plutôt un bon endroit où le locataire est assez réceptif pour parler de ce genre de sujet. Merci. Alors moi, c'est une question un peu plus technique ou opérationnelle sur la végétalisation des toits. Oui. Est-ce que vous avez des critères particuliers et une différenciation entre les végétalisations qui vont être intensives, donc assez étalées avec peu d'épaisseur, versus justement extensive avec peu d'épaisseur ou intensive? Est-ce que vous voyez une différence dans l'amélioration? Est-ce que ce sont des critères qui sont pris en compte? Donc aujourd'hui, c'est plutôt une question qui va se poser en termes de structure. Parce que vous ne pouvez pas mettre une végétalisation extensive sur toutes les toitures, hein, parce que vous allez avoir une épaisseur de substrat. Donc il y a toute une réflexion en fait en amont. Et donc chaque projet est étudié au cas par cas pour définir si oui ou non, avec nos différents bureaux d'études, si oui ou non, on peut mettre une épaisseur végétale plus importante ou moins importante en fonction de la structure. Après, le gain, il va être effectivement sur plus on va avoir d'épaisseur de terre, plus on va avoir de la végétation qui va être intéressante. Et donc, plus on aura un impact à la fois sur les performances énergétiques, parce qu'on isolera bien plus le bâtiment, et à la fois sur la biodiversité, parce qu'on aura plus d'espèces, et donc potentiellement d'autres pollinisateurs qui pourront venir sur site. Donc, c'est étudié vraiment au cas par cas, et il n'y a pas de généralité en disant on fait que ce type-là de végétalisation et que ce type. J'ai une question complémentaire du coup. Comme tu mentionnais l'inondation qui ressortait comme risque principal, donc déjà je trouve ça très intéressant de se dire en fait on a plusieurs aléas. Donc la première question à se poser c'est quoi notre aléa principal? Bon, il ressort, on le traite. En dehors de ce risque-là, est-ce que vous avez comme ça un podium des médailles d'argent, médailles de bronze, des risques identifiés Alors oui. derrière? Oui, dans le sens où, effectivement, grâce à l'outil Batadapt, on a pu avoir l'ensemble des risques et la pondération finalement par rapport à notre territoire. Aujourd'hui, l'un des autres grands risques qu'on identifie, c'est ce qui va être gonflement et retrait des argiles, qui est un élément qui est un peu inhérent au territoire français, puisque c'est un substrat géotechnique qui est présent, je ne vais pas dire sur la totalité, mais sur une grande partie de notre territoire, et donc qui, de fait, impacte notre immobilier également. Et donc ça, c'est des questions qu'on va aussi se poser de comment je peux gérer ce risque-là, alors sachant que c'est un peu indépendant de certains facteurs. Hein. Des fois, simplement la température ou une inondation de quelques mois plus tôt peut provoquer un retrait-gonflement, donc un effet rebond qui est un peu imprévisible. Mais là, la question, c'est surtout de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de fondation et quel suivi on peut mener dans le temps et qu'est-ce qu'on peut regarder justement pour s'assurer que la structure reste pérenne. Et ça, c'est notre rôle, le propriétaire, de toute façon, de suivre ça dans tous les cas, puisque notre objectif est d'avoir un immobilier pérenne. Ok, merci beaucoup, c'est très intéressant. Et normalement, si tout va bien, nous avons en ligne Emerson Cabane de l'ADEME. Alors, il est en ligne. Bonjour, est-ce que ça fonctionne bien? Ça fonctionne très bien, c'est la magie technique. Donc, Emerson nous rejoint depuis Nice, si je ne m'abuse. C'est ça. Voilà. Et donc, je te laisse, Emerson. Donc, on va passer les slides sur tes consignes, mais je te laisse présenter donc, la plateforme Opéra pour 2022. Oui, merci Sabine. Du coup, oui, l'objet de cette présentation, c'était vraiment de présenter le contenu, les dernières fonctionnalités qui ont été mises en ligne depuis le 31 décembre dernier, ainsi que les différents supports associés pour cette première année vraiment d'entrée dans le dispositif éco-énergie tertiaire via la remontée de
données sur Opera. Donc, du coup, on peut passer à la slide suivante. Super. Et à celle d'après. Du coup, super. Donc vraiment, voilà, je sais qu'on a un public plutôt averti, donc je vais aller vite sur ce point, mais un bref rappel sur ce qu'est Opera. Opera, c'est l'Observatoire de la performance énergétique, de la rénovation et des actions du tertiaire. Et très concrètement, il s'agit de la plateforme numérique sur laquelle les assujettis auront à renseigner les données exigées dans le cadre de l'application du dispositif éco-énergie tertiaire ou décret tertiaire. Ensuite, Opera sera le lieu de la vérification de l'atteinte des objectifs réglementaires. Pour les assujettis, ça passera par le biais de la production d'une attestation annuelle qui permettra de se situer année après année par rapport à l'atteinte des objectifs. Et également, pour les agents de l'État qui seront en charge des contrôles, Opera sera un bon support pour effectuer ces contrôles qui porteront dans un premier temps sur l'exhaustivité du remplissage des données et également à terme aux différentes échéances, 2030, 2040, 2050, sur l'atteinte des objectifs à ces mêmes dates. Et enfin, une fois les premières déclarations de données effectuées, Opera proposera une certaine mise en forme et valorisation de toutes les données qui seront collectées et qui est vraiment un point de départ d'un gisement de données absolument unique là, sur le secteur tertiaire. Et donc, pour mettre à disposition ces données au plus grand nombre, ça passera par l'accès à des statistiques, des analyses, la mise en open data de certaines données brutes, bien sûr dans le respect des règles de confidentialité. Toutes les données qui seront publiées seront agrégées et anonymisées pour bien se conformer à ces exigences de confidentialité. Voilà déjà qui permet de rappeler les principales visées d'Opera. Et on peut passer à la diapo suivante, super. Et juste avant d'en venir vraiment aux fonctionnalités, un bref rappel parce qu'on constate qu'on a encore beaucoup de questions et d'incompréhension à ce sujet sur les échéances déclaratives. Donc je précise, il n'y a plus aucune déclaration qui était attendue au 30 septembre, en 2021. Ça a été annoncé lors d'un webinaire à l'été dernier. Et maintenant, toutes les déclarations sont attendues au 30 septembre 2022. Et donc, il y a 3 déclarations qui sont exigées à cette date-là. Il s'agit d'abord de commencer par effectuer la déclaration de consommation de l'année 2021, puis celle de 2020. Et enfin, pour celles et ceux qui disposent de données entre 2010 et 2019, c'est également à cette date-là que la déclaration des données de référence est attendue. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment à cette date-là, il n'y a aucun jalon intermédiaire par rapport à cette date du 30 septembre. Je pense que c'est important à rappeler. On peut maintenant passer au planning de déploiement de la plateforme. Alors, je ne veux pas trop m'attarder sur toutes les fonctionnalités qui ont déjà été présentées et dont le calendrier est vraiment disponible sur Opera, mais je vais vraiment faire un focus sur les apports qui ont été apportés depuis la toute fin décembre 2021. Et donc, depuis le 31 décembre 2021, les fonctionnalités qui permettent aux assujettis d'effectuer leur déclaration de consommation annuelle sont disponibles. Ça peut se subdiviser en 3 blocs de fonctionnalités. Donc, on parle du module complet de création de compte, du module de déclaration du patrimoine assujetti, plus exactement d'entité fonctionnelle, c'est le terme technique dans les textes réglementaires, et également du module de déclaration de consommation annuelle, avec également quelques éléments de confort et plus facultatifs, comme la possibilité pour celles et ceux qui le souhaitent, ce n'est pas obligatoire, de déclarer les compteurs d'énergie et de donner une autorisation express à l'ADEME pour qu'Opera puisse interroger les systèmes d'information des gestionnaires de réseaux de distribution, en l'occurrence Enedis et GRDF dans un premier temps, pour avoir, lors de la déclaration de consommation, ces données informatives qui permettront de conforter les utilisateurs dans leur déclaration. Donc, tout ça est donc disponible depuis le 31 décembre 2021 et il y a 2 principaux modes opératoires qui sont disponibles depuis cette date-là pour faire les déclarations. Le premier, celui qu'on appelle interface homme-machine, c'est vraiment la possibilité de faire ces déclarations écran après écran sur Opera, un peu à la manière dont tout le monde effectue sa déclaration d'impôt, enfin écran après écran sur le site des impôts. C'est vraiment le mode opératoire qu'il est préconisé d'utiliser, de commencer par utiliser pour se familiariser avec la plateforme et bien comprendre les données qui sont demandées. Parce que naturellement, sur l'interface, on a des éléments, des bulles d'information aux beaux endroits qui rappellent un peu les différentes notions. Et le deuxième mode opératoire qu'il est possible d'utiliser, c'est l'import de fichiers. Et lui, il permet, en remplissant un tableur, de venir et en téléchargeant ce tableur sur l'interface Opera, de venir remplir un certain nombre de déclarations en une seule fois, et donc plusieurs dizaines, centaines, voire plus, déclarations en une seule fois. Et donc là, ce qu'il est possible de faire très concrètement depuis le 1er janvier 2022, donc la déclaration d'entité fonctionnelle, elle peut être effectuée par tous et c'est vraiment le préalable
pour venir faire des déclarations de consommation, c'est de déclarer d'abord le patrimoine assujetti, donc les entités fonctionnelles, et ensuite les déclarations de consommation 2021 et 2020, elles peuvent être effectuées, mais dans la limite des catégories et sous-catégories définies dans le dernier arrêté en vigueur, soit celui du 24 novembre 2020. Et si vous avez suivi les dernières actualités, il y a également un texte qui est en consultation, l'arrêté valeur absolue 2, qui précise notamment la segmentation. Et donc, dès que cette segmentation, donc la segmentation, c'est le terme technique pour dire les catégories et sous-catégories d'activités, seront définies dans cet arrêté, on les retrouvera bien sûr sur Opera. Et donc voilà, il y a une logique vraiment de mise à jour d'Opera en lien avec la mise à jour, la production réglementaire restante. Voilà déjà qui permet de faire un tour d'horizon de ce qui est possible de faire depuis début 2022. Et on peut passer du coup à la slide suivante. Super. Concernant le mode opératoire qu'il est préconisé, pour résumer, vraiment, il est vraiment conseillé d'y aller progressivement et par étapes. La première étape que l'on conseille, c'est vraiment d'avoir, début 2022, un premier contact avec Opera pour prendre connaissance des informations qui sont demandées et qui sont pour l'essentiel déjà précisées dans les textes réglementaires. Donc 2022, il est conseillé de se créer un compte si ce n'est pas déjà fait, de se connecter, de naviguer sur la plateforme, de venir effectuer des premières déclarations d'essai, que ce soit d'entités fonctionnelles et de consommation, qui permettront de prendre connaissance de la plateforme, de son ergonomie, des différentes informations demandées. Et comme c'est rappelé à l'écran, je précise que vraiment toutes les déclarations initiées, elles sont modifiables, supprimables, donc il n'y a vraiment pas de risque à vouloir effectuer des essais, et c'est vraiment ce qui est préconisé. Donc ça, c'est un peu le premier temps. Ensuite, le deuxième temps que l'on conseille, ce sera probablement un temps de compréhension des données qui sont demandées. C'est vrai que certains acteurs se connecteront sur Opera sans avoir consulté l'ensemble des textes réglementaires et de la documentation annexe disponible. Donc, ce sera peut-être la première fois qu'ils se confronteront à certaines données. Et donc, il y aura peut-être un certain temps d'acculturation pour comprendre les données qui sont demandées, et temps qui pourra être passé aussi à instaurer un dialogue entre les différentes parties prenantes, propriétaires, preneurs à bail quand le cas se présente. Et ce deuxième temps peut aboutir justement sur la collecte de toute ou une partie des données qui sont demandées. Et enfin, le troisième temps, et lui, il peut vraiment s'étaler jusqu'au 30 septembre 2022. Les déclarations elles peuvent être faites progressivement. En effet, ce n'est vraiment pas obligatoire sur Opera d'effectuer ces déclarations en une fois. Il est tout à fait possible d'effectuer un premier bout de déclaration de consommation à un moment donné, de mettre le travail en suspens, d'y revenir plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois plus tard pour compléter la déclaration et la terminer une fois qu'on a collecté les données complémentaires. Et c'est également intéressant de procéder comme ça parce que voilà, on l'a déjà un peu dit, mais Opera a vocation à être enrichi en continu en fonction déjà de la production réglementaire et également des retours qu'on a des utilisateurs. Et il est fort probable que les quelques pistes d'amélioration qui nous sont suggérées et que l'on constate là via l'assistance utilisateur, elles soient développées et mises en ligne quelques semaines plus tard. Donc, c'est vraiment intéressant de ne pas vouloir boucler ces déclarations là dès le mois de janvier, parce que ça permettra de bénéficier de toutes les améliorations qui seront apportées en continu à la plateforme. Et là, pour être très précis, on a par exemple au 1er février, donc demain, tout un déploiement de fonctionnalités complémentaires qui sera fait, qui permettront d'améliorer encore l'ergonomie suite au retour qu'on a déjà eu ces dernières semaines. Maintenant, on peut passer à la slide suivante qui va présenter les supports disponibles. Merci. Et donc, quels sont les supports qu'il est possible de retrouver en 2022 et qu'on pourra retrouver sur Opera? Donc, les supports, ils ont vraiment vocation à ce que les déclarations puissent être effectuées sans blocage. On a essayé de concevoir une plateforme au maximum autoportante, mais il sera toujours possible de s'appuyer sur des ressources complémentaires en cas de besoin. Alors, tout d'abord, on peut retrouver sur Opera, c'est disponible dès aujourd'hui dans l'onglet dédié aux ressources, un guide utilisateur de prise en main de la plateforme. Donc, je précise de suite, la lecture de ce guide, elle n'est pas nécessaire pour utiliser Opera, mais elle peut venir en complément si certaines notions, écran ou parcours déclaratif posent problème, un peu à la manière dont on utilise le manuel d'un matériel qu'on ne consulte pas forcément avant de s'en servir, mais uniquement en cas de besoin sur une thématique bien précise. Là, ça peut être un peu la bonne manière d'utiliser ce guide. C'est pour ça qu'il a vocation à être plutôt exhaustif. Il détaille
les grands principes de base de la plateforme, mais également il présente en détail la quasi-totalité des parcours utilisateurs qu'il est possible d'utiliser. Et donc, voilà, je le répète, l'ensemble de ces parcours ne sont pas nécessaires pour effectuer ces déclarations, mais en cas de nécessité, il est toujours possible du coup de se référer au guide pour comprendre à quoi sert une fonctionnalité et comment s'en servir. Et donc, vu que la plateforme Opera va être évolutive, elle va être mise à jour en continu, le guide le sera également. Et voilà, même si on a mis en ligne une première version, on est déjà en train de travailler sur la version 2 de ce guide pour l'enrichir des fonctionnalités complémentaires, quand par exemple, au 1er avril, on aura les fonctionnalités de déclaration des consommations de référence, mais également des quelques améliorations, des quelques retouches qu'on effectue. Et donc là, on est déjà en train de travailler sur une version 2 du guide qui reprendra également aussi la mise en forme pour qu'il soit un peu plus digeste et agréable à lire. Ensuite, donc ça c'était pour le guide utilisateur. Dans le courant du premier trimestre 2022, on proposera là encore, ce sera probablement à la fin du premier trimestre, dans l'onglet dédié aux ressources, des tutoriels vidéo qui viendront accompagner de manière un petit peu plus visuelle, interactive, pédagogique, les principales étapes clés à effectuer sur Opera. Et dans les exemples de parcours qu'on pourra retrouver illustrés par ces tutoriels, on pourra retrouver par exemple comment se créer un compte, comment déclarer une entité fonctionnelle, comment effectuer une déclaration de consommation, comment effectuer une déclaration en important un fichier. Voilà, il y a des exemples qui seront présentés et filés pour ces différents tutoriels vidéo. Et donc, probablement que ce sera une ressource aussi complémentaire intéressante par rapport au guide d'utilisateur. Et enfin, en cas de problème sur Opera qui n'aurait pas de réponse ni dans le guide d'utilisateur, ni dans la FAQ, ni dans d'autres supports, il est et sera toujours possible de se référer à une assistance utilisateur. Et au fur et à mesure du retour d'expérience que nous, on collecte auprès de cette assistance utilisateur, on enrichira les supports ou les différents parcours, l'interface sur Opera pour que ça leve les principaux blocages qui sont remontés. Et après, juste avant de passer aux questions, du coup, il y a une dernière slide qui vise à présenter un petit peu le travail qu'on a effectué dans le dernier trimestre 2021, le travail de concertation que l'on a mené et que l'on va continuer de mener en 2022. Donc, on a mené depuis le fin septembre, on a regroupé un panel d'assujettis qu'on a mobilisé par le biais de différents ateliers de travail. Et en fait, ce panel a la possibilité depuis fin septembre de tester les fonctionnalités qu'on retrouve aujourd'hui sur Opera, donc de déclaration d'entité fonctionnelle de consommation. Ce panel, voilà, il est assez varié. On a des représentants de différentes catégories d'activités concernées, que ce soit des bureaux, des commerces, des établissements d'enseignement, des établissements de santé, par exemple. On a également beaucoup d'acteurs privés, on a des membres de collectivités, des représentants du patrimoine de l'État. Et donc, pendant ces 3 mois, on a eu un peu plus de 300-350 retours, suggestions d'amélioration qui nous ont été. Et l'idée, c'était qu'on en prenne en compte le maximum et au moins les plus importantes pour janvier. Et donc là, dans le graphique de droite, on peut voir que 51% à peu près des suggestions d'amélioration qui appelaient une réponse ont été intégrées et sont donc disponibles dès aujourd'hui. Et donc, c'est un exercice qu'on a vraiment l'ambition là de poursuivre et qu'on va compléter avec maintenant la remontée en direct des utilisateurs parce que maintenant, tout le monde a accès à ces fonctionnalités de déclaration, fonctionnalités déclaratives. Donc, voilà pour le travail de concertation et je pense qu'on peut passer maintenant au moment des questions, si jamais il y en a sur Opera. Merci Emerson. Je pense qu'il y en a. Donc, Marie s'installe. Oui, donc j'ai des questions assez précises, opérationnelles, je pense, par rapport aux autres sujets qu'on a pu traiter. Donc d'abord, j'ai une question. Est-ce que si les assujettis ont quitté l'immeuble en 2022, ils sont quand même tenus de déclarer les consommations 2020 et 2021? Alors, je n'ai pas compris juste le terme. Si les assujettis ont occupé l'immeuble à partir de 2022, c'est ça? Quitté l'immeuble en 2022, ils doivent déclarer les consommations 2020 et 2021. Alors là, c'est vrai que s'ils quittent
en 2022, j'ai envie de dire, ça dépend à quel moment il quitte. Si c'est sûr qu'il quitte après l'échéance de déclaration du 30 septembre, c'est certain qu'ils doivent effectuer la déclaration de consommation 2021. Maintenant, si là, un acteur a quitté son local tertiaire assujetti au 1er janvier ou là au 10 janvier 2022, bah, naturellement, il n'a plus aucun lien avec son entité fonctionnelle et donc il n'a pas à effectuer de déclaration vu qu'il n'a plus aucun lien. Voilà, je pense qu'il y aura des éclaircissements qui seront apportés sur ce point-là dans les prochaines semaines par la DHUP notamment qui travaille sur l'élaboration des textes réglementaires, mais c'est les grands principes, c'est cela. La question suivante, c'est de savoir si un propriétaire peut reporter directement les consommations, que ce soit de l'année de référence 2020 ou 2021, à la place de ses locataires. Oui, alors en fait, Opera, ça a été conçu de manière assez souple, c'est-à-dire que aussi bien le propriétaire que le preneur à bail peuvent initier la déclaration d'entité fonctionnelle, c'est-à-dire que celui qui effectue le travail doit renseigner qui est l'autre. Il y a une étape importante qui est l'étape d'occupation, où en fait, si c'est le propriétaire qui fait la déclaration d'entité fonctionnelle, il doit renseigner qui est le preneur à bail et inversement. Si jamais c'est le preneur à bail, il doit renseigner qui est le propriétaire. Et à partir de ce moment-là, une fois que la déclaration d'entité fonctionnelle est terminée, toutes les parties prenantes qui ont été identifiées peuvent effectuer toute ou une partie de la déclaration de consommation. Donc, il est tout à fait possible que le propriétaire fasse la totalité de la déclaration de consommation, que le preneur à bail fasse l'intégralité ou que chacune de ces parties effectue la part de la déclaration qu'il a en sa responsabilité et selon les données qu'il connaît. Et enfin, une troisième et dernière question. Pour choisir l'année de référence lors des déclarations, un propriétaire peut-il retenir une année de référence pour laquelle il a des données historiques puisqu'elles seraient antérieures au moment où il est devenu propriétaire? Alors, là, les déclarations qui sont attendues aujourd'hui, là, c'est vraiment l'entrée dans le dispositif. Si il y a eu un changement, enfin, notamment par exemple, de preneur à bail dans un local tertiaire assujetti, il y a un occupant à l'instant T aujourd'hui, mais cet occupant est nouveau et n'était pas présent en 2010-2019. Là, du coup, il n'y a pas à effectuer de déclaration de référence parce que c'est vraiment l'occupation qui caractérise l'entité fonctionnelle. Et donc, dans ce cas-là, l'occupant devra utiliser la première année pleine d'exploitation autorisée et ce sera cette année-là qui sera l'année de référence. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'historique du coup à aller chercher vu que ce n'était pas le même occupant. Et là, juste pour préciser aussi sur ce point-là, pour la première année pleine d'exploitation, aujourd'hui, les années 2020 et 2021, étant donné là le contexte particulier lié à la crise sanitaire, ne peuvent pas être retenus comme étant la première année pleine d'exploitation. Donc, il faudra attendre. Peut-être que ça sera le cas pour l'année 2022, peut-être pas. La première année pleine d'exploitation qui sera autorisée pour que ces assujettis qui sont dans ce cas-là puissent avoir une année du coup de référence et donc des objectifs en valeur relative qui sont établis. Merci Emerson. Alors, évidemment, sur Opera, on a des questions qui nous arrivent en continu. Donc, le temps que Marie te pose les premières questions, il y a d'autres questions qui arrivent. Oui. Juste pour compléter ce que tu viens de dire, il ne faut pas oublier que le premier objectif, quand même, il s'applique en 2030. Donc, ces questions de fixation d'année de référence, le fait de sortir 2020 et 2021, en réalité, ça n'est pas si grave au regard du calendrier d'application de l'objectif. Voilà. C'était juste pour préciser ça, mais entre-temps, Marie a d'autres questions, je pense. Alors, elles sont vraiment toutes plus spécifiques les unes que les autres, je pense. En l'occurrence, pour un immeuble qui doit passer en 2022-2023, donc d'un statut ERP, en l'occurrence EHPAD, vers un statut logement, avec une opération qui est en cours de montage, est-ce que cet immeuble doit être déclaré sur Opera avant septembre 2022?
Alors là, je ne sais plus exactement, je crois que oui, hein, mais si les EHPAD sont assujettis, mais je suis quasiment sûr que oui. Donc là, oui, il doit y avoir une déclaration quand même de fait. Et ensuite, il n'y aura plus de déclaration tant que la finalité là, de l'occupation n'est plus assujettie. Par contre, si dans le futur, je ne sais pas, en 2027, ces logements redeviennent du coup du bureau, par exemple, ou une autre activité assujettie, il sera normalement possible de lier cette nouvelle entité fonctionnelle là, en 2027 à la précédente déclaration, parce que c'est un peu technique, mais les textes prévoient que les objectifs sont conditionnés notamment aux déclarations du primo-assujetti. Donc là, s'il y a quelqu'un qui est vraiment assujetti en 2022, il est important qu'il fasse sa déclaration jusqu'à ce que l'activité qui est présente, tant que l'activité est présente, est assujettie aux déclarations. J'ai une dernière question sur, je vais vous la poser telle quelle, qui va définir les valeurs absolues par catégorie? Alors là, c'est un travail qui est en cours, hein. C'est un travail que mènent les services du ministère. Et donc, il y a déjà un challenge là de définir précisément les sous-catégories et ensuite de définir les indicateurs d'intensité d'usage, les valeurs absolues et tous les paramètres de modulation, hein, selon les zones climatiques pour la composante CVC, selon la modulation selon le volume d'activité pour la composante use du coup. Et là, c'est un travail que mène le ministère. Il y a des groupes de travail qui sont constitués depuis de nombreux mois, de nombreuses années même, pour élaborer justement au plus fin cette segmentation et les valeurs absolues. Donc là, c'est vraiment le ministère qui mène ce travail-là. Et juste, je précise aussi sur ça, parce qu'Opéra a un rôle important aussi à jouer. Il est prévu dans les textes réglementaires une clause de revoyure sur, alors je ne sais plus exactement hein, sur si c'est 3 années après la première déclaration, il me semble que c'est ça, mais l'important c'est de comprendre la philosophie. Il est possible que les objectifs les valeurs absolues qui soient définies là dans l'année 2022, parce qu'il y a l'arrêté valeur absolue 2 et valeur absolue 3 qui ont pour objectif de préciser ces différentes valeurs absolues. Les textes prévoient qu'une clause de revoyure pourra du coup, via une clause de revoyure, qu'Opéra pourra servir 3 ou X années après les premières déclarations pour ajuster ces valeurs absolues à la réalité des déclarations effectuées. Et probablement que ces ajustements iront dans le sens plutôt d'une détente des objectifs. L'idée, je pense, c'est d'avoir des valeurs absolues dans un premier temps qui soient ambitieuse, mais après de se servir de la réalité de ce qu'est le parc tertiaire à travers les premières déclarations sur Opéra pour vraiment adapter ses objectifs si jamais ils sont trop ambitieux et inatteignables pour 2030. Donc Opéra a vraiment un rôle important aussi à jouer pour, à moyen terme pour affiner ces valeurs absolues. Je pense que c'est relativement clair. Simplement pour rappel, je l'ai évoqué un peu plus tôt avant que tu nous rejoignes, mais on a ce projet d'arrêté valeur absolue 2 qui est actuellement en consultation jusqu'au 3 février et qui donne quelques valeurs absolues complémentaires, même si, et qui réfléchit, comme tu le disais, à la segmentation, même si on est d'accord qu'il y a encore pas mal de typologies pour lesquelles les valeurs absolues ne sont pas aujourd'hui présentées dans cet arrêté et feront l'objet d'un arrêté complémentaire plus tardivement en 2022. Donc voilà, je pense que Opéra, de toute façon, on pourrait encore une fois y passer des heures, mais je pense que là, on a fait un tour d'horizon relativement clair et précis des différents sujets qui nous attendent. Et en tout cas, comme tu le mentionnais, Opéra, c'est quand même un gisement de données incroyable qui sera ensuite disponible pour les uns et les autres pour se faire aussi une vision beaucoup plus précise du parc bâtimentaire français. Donc, merci Emerson. Merci d'ailleurs à Bertrand et à Robin aussi pour cette matinée ensemble. Et donc, pour conclure ce matin, je voulais juste faire un point donc, sur les publications de l'année qui seront disponibles encore une fois sur notre centre de ressources, sur le support qui sera mis en ligne. Pour dire qu'on a eu une année 2021 riche en production,
Donc, à la fois nos 2 baromètres annuels, celui-ci et le baromètre de l'immobilier responsable présenté le mois dernier, un guide des actions adaptatives aussi au printemps dernier. Alors, j'arrive pas forcément à lire, mais oui, on a eu une mise à jour de la grille sur les critères de due diligence qui a été présentée l'été dernier. Donc, on n'a pas forcément complètement évoqué ce matin, mais c'est vrai que le moment de l'acquisition est un moment charnière pour s'assurer en fait que les critères ESG soient respectés. Et donc, c'est ce à quoi sert notamment cette grille, ou d'autres grilles, mais en tout cas celle-ci. Ensuite, on a eu une étude sur le poids carbone des logements. On s'était intéressé à celui des bureaux un petit peu plus tôt, une année précédente. Cette fois-ci, on s'est penché sur le cas des logements. Une publication menée donc avec l'ADEME, le CSTB et le CEREMA sur les contrats de performance énergétique, donc publiée en décembre. Ensuite, l'étude sur les logements, l'impact de l'évolution réglementaire sur les logements, donc en lien avec ce qu'a présenté Bertrand Absolu ce matin. Le DET, une petite publication sur les avis des uns et des autres qui était assez marrante pour le coup à monter sur la vision que vous en avez, vous, en fait, les uns et les autres. L'année dernière, pour la première fois, on a fait cette publication sur le label ISR en partenariat avec Novetic et l'ASPIM. Un guide sur les écomatériaux et un guide sur l'adaptation internationale. Donc, vous le voyez, l'année, et là encore, il y a eu aussi un MOOC sur l'adaptation et différents outils, mais une année pendant laquelle on a essayé de produire du contenu qui vous aide, en fait, les uns et les autres, dans la façon de mener cette transition de façon opérationnelle et pragmatique. Donc, je vous remercie tous pour votre attention ce matin et je vous souhaite une excellente suite de la journée et une excellente journée à tous et je vous dis à très bientôt.